c'est reparti, il faut s'y remettre et vous avez bien raison, vous aviez mis votre réveil à 14h19, donc vous êtes là, fidèle au poste, vous avez bien fait. Alors, on est toujours bien, on est toujours à la Bellevilloise, ce lieu chargé d'histoire, une histoire de débat, une histoire de partage, d'échange ici à Paris, et puis on est chez vous bien sûr, on est où que vous soyez. On est là pour ce grand temps fort, pour agiter les idées, pour célébrer également tous ceux qui sont sur le chemin de ces ODD, tous ceux qui nous montrent le chemin. Oui, vous, la communauté des ODD. N'oubliez pas et n'oubliez jamais, nous sommes la France en transition et c'est tous ensemble que nous devons partager le changement. Juste un petit mot, un petit rappel sur les ODD avant de voir à quelle sauce nous serons mangés cet après-midi. Les ODD, il ne nous reste plus que 3287 jours pour atteindre cet horizon 2030 dont on nous parle. Les ODD, ce sont 193 dirigeants, vous vous rendez compte, 193 dirigeants du monde entier qui se sont réunis, qui se sont mis d'accord pour identifier 3 objectifs clés majeurs pour l'humanité. Mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices et régler le problème du réchauffement climatique. 3 enjeux majeurs, avec 17 ODD, 169 cibles, 244 indicateurs. C'est une grille de lecture magnifique. Nous allons continuer de l'explorer cet après-midi. Avec, voilà ce qu'on va voir au sommaire cet après-midi, on va voyager. Voilà, on va voyager avec un petit tour très très haut, vous allez voir. Et puis ensuite nous creuserons les questions de l'international, de l'interdépendance des territoires également, parce que les petits territoires ne sont pas oubliés, bien au contraire, par les ODD. On va également avoir un point de vue politique, le territoire de la politique, dont il faut se saisir également, nous le verrons bien. On va interroger également les points du risque, de la prévention, de l'assurance, de la finance, parce qu'il ne faut pas les laisser en dehors du jeu, bien sûr. Et puis on finira en apothéose avec vous, avec la restitution de l'Assemblée des solutions. Un retour d'expérience qui s'annonce d'enfer, parce que mercredi, il s'est passé quelque chose de très fort, mais ça, je ne vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Et on finira avec Madame la Ministre tout à l'heure. Mais ça, c'est dans 2h15 à peu près. Donc respirez, tout va bien, éloignez vos outils de notification positives ou négatives, éloignez-les. Tout va bien, installez-vous bien, c'est parti. Alors c'est parti, mais c'est parti aussi sur le hashtag La France en transition bien sûr, parce que je vous le rappelle, nous sommes la France en transition et nous démarrons juste après ce jingle. C'est donc parti avec vous. Alors, nous en avons parlé pas mal ce matin, on a parlé pas mal d'éducation et nous reprenons avec un ancien chercheur en mathématiques, mais moi je pense que quand on est ancien chercheur en mathématiques, on est toujours un petit peu mathématicien sur les bords bien sûr. Jean-Pierre Gou, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps. Vous êtes l'auteur de la saga Siècle bleu que toute bonne bibliothèque doit avoir. Je suis vraiment sincère. Vous avez fondé l'ONG One Home et vous êtes le président de l'Institut des futurs souhaitables. Nous sommes vraiment heureux de démarrer cet après-midi avec vous. Juste un petit mot, comment allez-vous ? Très bien, et vraiment c'est un honneur de participer à cet anniversaire et à cet événement La France en transition. Merci Jean-Pierre. Alors juste avant de discuter un petit peu ensemble, on va partir en voyage avec une vidéo que vous avez concoctée avec notamment Patrick Vivray, le philosophe économique, sage et radical observateur de notre monde tumultueux, et on se retrouve juste après en direct. Lorsque des astronautes voient la Terre vue de l'espace, les 2 mots qui reviennent souvent dans leurs témoignages sont ceux d'émerveillement et de fragilité. D'émerveillement parce que lorsqu'ils voient cette planète bleue magnifique vue de l'espace, ils sont saisis par sa beauté. Et de fragilité parce que voit bien, ne serait-ce qu'avec la fine couche atmosphérique, à quel point cette planète peut être fragile, mais aussi quand ils pensent aux terriens, ils sont touchés par le fait qu'eux-mêmes, s'ils n'organisent pas leur vivre ensemble d'une façon satisfaisante, sont capables de détruire leur propre planète, leurs propres écosystèmes vitaux.
Ce double rapport à l'émerveillement et à la fragilité est évidemment aux antipodes de ce qu'est la géopolitique classique, qui ne parle que de guerre, qui ne parle que de puissance, qui ne parle que de frontières, qui ne parle que d'empire. Et si on prend de Machiavel à Raymond Aron, l'art de la guerre aux grands ouvrages de géopolitique, on cherchera en vain dans leur index ces termes d'émerveillement et de fragilité. Et pourtant, ce sont les deux clés qui nous permettraient au contraire de nous tourner vers l'avenir et de penser un réalisme d'une géopolitique de l'humanité, d'une anthropolitique qui soit capable de permettre à notre humanité d'affronter les défis colossaux qui aujourd'hui la menacent. Le dérèglement climatique, le risque d'une 6e grande extinction de la biodiversité, et aussi ce risque dont on parle moins, celui d'un hiver nucléaire non volontaire produit par l'automatisation des armes de destruction massive, fait que les systèmes de détection peuvent confondre des phénomènes météorologiques, des chutes de satellites avec des tirs de missiles, ou l'instrumentation par un cyberterrorisme de la fragilité de ces systèmes de repérage et de détection. Donc l'humanité est de plus en plus confrontée à la question: est-elle un bien commun pour elle-même? Y a-t-il un désir d'humanité plus fort que les logiques de rivalité et de guerre qui par le passé ont opéré tant de destruction, mais qui pourraient cette fois la menacer comme espèce? Et cette approche qui peut paraître utopique, idéaliste, de l'émerveillement et de la fragilité devient au contraire le point d'appui, le levier sur lequel construire des politiques publiques de l'humanité. Celles qui permettraient, par exemple, si une partie des terres devient inhabitable du fait de la montée du niveau des eaux, du fait de grandes sécheresses, du fait de phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient, tels que les cyclones, les grandes tempêtes, de pouvoir redevenir nomade, bouger soit quelques semaines, quelques mois à l'approche d'une catastrophe, bouger structurellement si la terre où l'on est devient inhabitable. Cette question, qui est une question très concrète, qui est devant nous, elle suppose évidemment une humanité beaucoup plus consciente, beaucoup plus solidaire, une humanité qui n'est pas fixée sur le rapport entre la sédentarité et la propriété qui s'est noué au moment du néolithique. Et cette humanité-là, c'est une humanité qui est à la fois organisée autour de la reconnaissance de la beauté, de l'émerveillement, et qui, au lieu d'être dans le déni de la fragilité avec un fantasme de pouvoir de domination, est au contraire dans la puissance, mais la puissance créatrice, celle qui, au lieu de nier la fragilité, la reconnaît pleinement, c'est que cette vulnérabilité, elle est présente aux deux bouts de notre vie, mais qu'elle le sera aussi tout au long de notre vie si nous savons la regarder. Dès lors, ce regard des astronautes devient le changement de posture qui devrait être le nôtre sans même aller dans les étoiles, simplement en portant ce nouveau regard sur notre propre vie, sur notre propre humanité.
C'est jamais évident de reprendre la parole après une telle vidéo. C'est pour ça que c'est important de voir le générique jusqu'au bout. Ça permet, c'est comme un sas de décompression. Jean-Pierre Gou, merci de nous offrir ce moment plein de poésie, mais au-delà de la poésie, il y a aussi du concret, hein, finalement. D'ailleurs, la toute dernière phrase de Patrick Vivray autour du changement de posture, en gros, n'allons pas forcément dans les étoiles, mais changeons de posture comme si on y allait, sans forcément y aller. Ça fait un petit peu écho, ça fait résonance avec ce qu'on voit maintenant. C'était aussi pour ça que vous l'avez imaginé ou pas, Jean-Pierre ? En fait, je l'ai imaginé pour une raison assez liée à ce qui vous réunit aujourd'hui, qui est que les défis qui nous attendent, et notamment ceux des limites planétaires et donc des ODD, sont des défis qui sont collectifs. Et le collectif, c'est pas la chose la plus naturelle pour les humains. Et le gros problème collectif qu'on a à traiter, c'est la question du vivre ensemble sur cette terre. Et cette terre, elle est invisible pour les yeux puisqu'elle est sous nos pieds. Et c'est la grande absente en général des débats sur l'écologie. Et les seuls qui ont pu la voir, ce sont les astronautes. Et quand ils l'ont vu depuis la Terre, on le voit bien avec ce que nous rapporte Thomas Pesquet, il y a cet émerveillement et cette fragilité dont parle Patrick Vivray. Et en l'ayant vu, en l'ayant ressenti, c'est quelque chose qui ne les a pas quittés. Ce sont devenus des humains enrichis, des très humains, non pas des transhumains. Et cette transformation qui s'appelle l'Overview Effect, c'était l'enjeu de ce One Home, de faire vivre à tout le monde, sans avoir à aller dans l'espace et payer des millions ou des milliards à une grosse dépense énergétique, le vivre depuis chez soi et de philosopher comme ça en regardant la Terre. On peut philosopher en regardant la Voie lactée, mais vous ne pouvez pas philosopher en regardant la Terre puisqu'elle est sous vos pieds. Et donc, il faut s'extraire pour pouvoir le faire. Et One Home, donc sur onehome.org, vous pouvez trouver de nombreuses vidéos qu'on a fait avec des artistes musicaux ou avec des philosophes, avec des scientifiques, pour donner ces petits moments, ces parenthèses qui nous permettent de réfléchir à quel point ce que l'on a en commun est précieux. Et pour nous, cette image de la Terre prise depuis l'espace sont des images très rares de la NASA qui viennent de 1,5 million de kilomètres, qu'on a mis en musique, qu'on a mis en animation avec des amis artistes et designers. Merci pour Jean-Pierre. La transition. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre, c'était important que vous démarriez avec nous cet après-midi. Merci d'avoir pris ce petit temps, il est court je le sais, mais on pourrait parler pendant des heures de ce joli projet One Home qu'il faut suivre. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup, au revoir. Et on se retrouve juste après un petit jingle. Alors, on va découvrir maintenant une vidéo communiquée par les Nations Unies. Il s'agit d'un autre point de vue, un point de vue qui soulignera le degré d'urgence dans lequel nous sommes. Je vous le rappelle, hein, il reste 3287 jours, donc en gros, si vous calculez vite, 8 ans. Cet agenda 2030 doit tenir ses promesses, c'est ce que va nous rappeler David Nabarro. David Nabarro est docteur en santé publique. Il a mené des missions parmi les plus urgentes et les plus décisives des dernières décennies. J'en cite quelques-unes, les questions de famine et de sécurité alimentaire, la question de la grippe aviaire, la question du virus Ebola par exemple. Il a été au cœur des négociations qui ont fait émerger cet agenda 2030. Il est envoyé spécial de l'OMS sur le Covid-19, ancien conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. On regarde et on se retrouve évidemment ici en plateau, en direct de la Bellevilloise. How do you do? My name is David Nabarro, and I'm really pleased to be with you today on this important day, the 6th anniversary of the 2030 Agenda for Sustainable Development in France. Fast forward to 2012, I was working for the United Nations Secretary General, Ban Ki-moon. I was based in New York, and my focus was on food security and nutrition. And the Secretary General was very clear in the role that I had. He said, we've got to go to Rio de Janeiro. This was to a conference called Rio Plus 20, which was looking at the next development agenda after 2015. What would it look like? Would it be more of the Millennium Development Goals or something different? And we were particularly focused on the need to have more in the successor to the MDGs on reducing hunger and improving nutrition, which had somewhat missed out of the previous group of goals.
So we arrive in Rio de Janeiro, and it's a really massive conference of really senior people, and it went wrong. And the reason why it went wrong was that there were a lot of governments there who disagreed with the basic premise of goals for the developing world and said, we need goals for the whole world. And this came particularly from Latin American countries. So the conference had to be reset, and it was actually agreed that the development agenda for 2015 to 2030 would have some slightly different features to it. Number one, it would be people-centered and focus on what people need everywhere in order to be able to have fulfilling and productive lives. Secondly, it would be a universal agenda. It would apply to everybody everywhere in the world. Thirdly, it would be an interconnected agenda. And we would not separate out different sections of people's lives, but we would say the environmental aspects, the social aspects, and the economic aspects are truly interconnected. Fourthly, it was agreed that there should be an integrated approach to implementation of activities in relation to this agenda. In particular, that, for example, the military and police activity and the development activity and the political activity, wherever possible, should be brought together, because it's not a good idea to have things working against each other. And then perhaps the most important requirement was that it can only be achieved through partnering at all levels, partnering in all ways, because working individually, we can't deal with it. Those were the principles, everybody. 5, people-centered, universal, interconnected, integrated action and partnerships. And out of these 5 principles came the 2030 Agenda for Sustainable Development, agreed after 2 years of negotiation, released in 2015, called Transforming Our World, and universally supported by all world leaders, with 17 goals and 169 targets. And it explicitly brought together in an integrated way the social, economic, and environmental dimensions of development, because there was an absolute need to try to stop any efforts to make trade-offs between environment versus economy or social versus economy. And the whole purpose was to bring it together. Gosh, I was pleased with this. I actually thought, this is great. It's the plan for the future of people and of the world. And we need a plan because we only have one world and it's super precious. We don't have a spare one. So we have a plan, and it's been agreed by all. And most countries in the world are actually pursuing it really rigorously as a basis of their national development strategies. Now, I'd just like to say that when you compare the Millennium Development Goals and the Sustainable Development Goals, there's a really massive, massive difference. So for a start, the Sustainable Development Goals focuses on the really difficult aspects of people's lives everywhere and challenges us to leave no one behind, to tackle the difficult work and to do it well. It challenges us to think between the sectors, involving multiple stakeholders, and basically it challenges us to be systems thinkers and systems practitioners. Now, that is useful because one of the features of systems work is that it pulls us away from deterministic thinking, pulls us away from thinking that all you need to do is to identify your destination, make a plan, establish milestones, and then logically pursue it, and then the job is done. I mean, if everything was mechanical and if we were all predictable, then that sort of approach might work. And in some very predictable type of institutions, it just about can work. But the reality is that most systems in society involve living creatures, either humans or other forms of living creature, and those systems need different principles to organize them, need to recognize that humans, when they work together, are primarily guided by their sense of identity, the relationships they have with each other, their willingness to share
with each other, including feelings as well as facts, and then the degree to which they trust each other. And without trust, it's really difficult to move ahead together. And dealing with complexity without taking account of these realities of human systems, we think is really challenging. So we developed some basic principles in my team at the UN about what you need to do with this kind of work. First of all, be comfortable with complexity. Don't try to oversimplify. If something is complex, then be clear it is complex. Number 2 is welcome different understandings, particularly when you're dealing with human systems. Remember that everybody has a different view of the system. Value networks because it's about people. Appreciate the potential of coalitions because people coming together lead to more effective action. And anticipate the emergence of new ways of doing things, particularly when things are disturbed. And then we have to be absolutely certain to involve people who are actual practitioners in the work, bringing them together closely, and then make certain that they can look at some of the challenging trade-offs in life that have to be taken into account. Now, you don't have to know the absolute details of the 2030 Agenda to achieve its targets, but you do have to know what the different elements are. Now, we've had COVID-19 come along that's really undermined our systems, and it's actually also slowing down the achievement of the Sustainable Development Agenda. COVID-19 is really affecting poor people much worse than others. And we need to build into our thinking, firstly, that COVID-19 isn't going away anytime soon. The virus is extremely dangerous, and that the only way to deal with it is by involving all sections of society in working together. Because if you don't, what will happen is COVID-19 will create bigger gaps between those who have and have not, and will create greater resentments. And overall, it will lead to a delay in the realization of the Sustainable Development Goals. Thank you for a chance to speak to you about all this. I hope you agree with me that the 2030 Agenda is an extraordinary creation, and that actually it would be really useful if we could all develop the skills of systems leadership so that we can work together on this agenda. It is, I believe, something that can make a difference to the future of all peoples everywhere in our world and to our planet. Thank you. Alors après ce passage par le ciel, par l'espace, puis par les Nations Unies, nous retrouvons le plateau de la Bellevilloise et allons parcourir les territoires, ou plutôt creuser la question de la mobilisation nécessaire des territoires autour de l'agenda 2030. Vos invités, à vous, sont Christian Brassac. Bonjour Christian Brassac. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, conseiller municipal délégué de la ville de Strasbourg en charge de la commande publique responsable. Responsable. Vous voyez, j'ai bien mis responsable après commande publique, et on va évidemment en parler de cette commande publique responsable. C'est quoi, comment, quelles sont les difficultés, tout ça, évidemment. Ce sont vos questions, je le sais, et on aura les réponses. Et en visio à distance, Ronan Dantec, nous entendez-vous? Bonjour, et vous, m'entendez-vous? On vous entend très bien, parfaitement. Vous êtes sénateur et président de Climate Change. Actuellement, vous êtes à Washington. J'explique, je fais un petit tour par les coulisses. Il fait quel temps à Washington? C'est assez gris. Parce qu'il fait nuit. Gris, presque tropical. Non, il n'y a que 6 heures de décalage. C'est quoi Climate Change? Climate Change, c'est une association, une ONG, qui a la particularité, et c'est très très en lien avec ce qui vient d'être dit sur le fait que justement, il fallait que tout le monde travaille ensemble, qu'on ait des partenariats. C'est une ONG qui cherche à rassembler les acteurs non étatiques qui œuvrent sur la question du climat dans leur diversité, c'est-à-dire faire travailler ensemble les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, en lien évidemment avec les cadres nationaux et législatifs fournis par les États. Et c'est une ONG internationale qui, on va en parler, produit notamment chaque année le principal rapport mondial sur l'action non étatique réalisée. C'est un peu le rapport Saint-Thomas du climat sur ce qui a été réellement fait. Et évidemment, ça recoupe la question des ODD. On va effectivement en parler un petit peu plus avant de ce rapport de Saint-Thomas. Christian Brassac, quand on a préparé un petit peu cet échange, vous parliez de nécessaire ODDisation.
notamment dans les budgets des territoires. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Bon, le terme ODDisation, il est plutôt... il n'est pas très joli, en fait. Oui, bon, pour moi, les ODD, moi qui suis citoyen ou qui suis également élu, je pense que les ODD, chacun doit se les approprier. Des citoyens au centre social culturel, à l'EHPAD, au club de badminton, à la petite commune, à la collectivité, à la région, à l'État. Moi, je suis élu et je me sens investi d'une tâche de territorialisation de ces ODD, dont je pense que c'est une grille de très grande puissance pour tout un ensemble d'éléments. Bon, vous m'avez demandé de parler de Strasbourg. Je peux vous dire qu'à Strasbourg, on est déjà bien engagé sur cette question, en particulier du côté du budget. En fait, avant qu'on soit élu, nous on a été élu il y a une année à peu près. L'ancien maire socialiste Roland Ries était très engagé sur cette question. Et par exemple, le budget, tous les engagements en termes d'investissement du budget de la ville et de l'Eurométro de Strasbourg, les deux administrations sont très intriquées, sont rapportés à un ou à des ODD, absolument tous. Ça a été fait pour l'investissement, c'est pas encore fait pour le fonctionnement et on pense le faire, on commence à s'y mettre, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que derrière un engagement, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'agents et ces agents, ils sont... c'est pas tout à fait facile à calculer. Mais ça fait partie justement des difficultés. C'était une question que je voulais aborder avec vous. On sait, on le voit depuis ce matin, c'est pas facile de parler des ODD, c'est pas facile de les vulgariser, de les expliquer. Vous, c'est pareil. Et là, vous parlez des budgets, vous parlez de la commande publique. Comment on fait pour parler des ODD à des agents qui ne sont pas forcément habitués à gérer la commande responsable ? Pas seulement les agents, hein, les élus aussi. Enfin bon, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a une méconnaissance quand même généralisée de ces ODD. Et c'est pas si simple. Je parlerai plus tard des agents des sports qui sont très impliqués. On en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, pour ma part, il y a vraiment une difficulté à ce que les gens s'emparent de cette question. C'est clair et net. Moi, je le fais à partir de la commande publique. Nous avons ce qu'on appelle un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables qui se décline en... c'est un levier important auprès des entreprises pour qu'elles changent leurs pratiques dans un sens de faire un défi aux enjeux sociaux environnementaux. Et donc, il y a une partie sociale, il y a une partie, guillemets sociale, une partie guillemets environnementale, une partie économique équitable. Et chacune de ces parties sont renvoyées aux ODD et aux cibles, parce que les ODD, c'est très large, mais les cibles sont déjà un peu plus proches des indicateurs dont vous avez dit qu'il y en avait 244 tout à l'heure. Donc, alors, comment on fait ? On essaye de faire comprendre que les actions qui sont conduites quand, dans un grand chantier, on traite sur les déchets, ça renvoie à une question précise dans une cible d'un objectif. Voilà. Est-ce que ça veut dire que toutes les décisions sont forcément reliées, doivent être reliées à l'un ou l'autre des ODD ou à plusieurs ? Et imaginons qu'une décision ou une proposition ne soit pas reliée aux ODD, elle est évacuée ? Non, bien sûr, on peut agir indépendamment des ODD, mais mettre en regard une action avec des ODD, ça a du sens pour les agents, pour autant qu'ils se le soient appropriés. Mais je pourrais parler plus tard comment les agents du sport, chez nous, la direction du sport est très avancée sur cette question. Eh bien ça, on va en parler. On va juste faire un petit détour par Washington. Je trouve ça assez chic de faire un détour par Washington. Ronan Dantec, on l'a dit tout à l'heure, vous avez publié un rapport au printemps sur les ODD dans l'Action Climat. En gros, mais vraiment en très gros, les grandes lignes, ça montre quoi ? D'abord, ça montre l'agilité des territoires, puisque on va partir, puisque j'y suis, des États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, la ville de New York publie une revue locale volontaire, qui est finalement la déclinaison au niveau de la ville d'un des outils principaux de reporting des ODD au niveau des Nations Unies, puisque c'est bien un programme des Nations Unies qui est la revue nationale volontaire. Donc, un certain nombre d'États, tous les ans, en juillet, au moment du dialogue de haut niveau sur les ODD à New York, arrivent avec finalement ce rapport sur leur application des ODD. Et la ville de New York produit un rapport à l'échelle locale, ce qui est d'autant plus remarquable que les États-Unis eux-mêmes, on connaît leurs difficultés avec le multilatéralisme, n'en produisent pas. Donc on a cette dynamique sur les revues locales volontaires. On voit aussi, c'est un rapport de Cité Gouvernements Locaux Unis qui est
le grand réseau mondial des villes, qu'aujourd'hui, à peu près dans la moitié des États, les collectivités locales sont fortement associées à cette mise en œuvre des ODD, parce que tout le monde a compris que c'est l'action concrète sur le terrain qui permet d'atteindre ces objectifs. Donc on voit monter effectivement une dynamique, mais comme ça a été dit par mon collègue de Strasbourg, je crois aussi qu'on bute encore un peu sur la complexité des ODD en termes d'outils de communication, alors qu'à mon avis, peut-être qu'on s'en fait d'ailleurs une montagne, ça pourrait être par exemple la grille tout simplement de construction du rapport annuel développement durable que chaque collectivité doit présenter au moment du budget. Donc il y a encore évidemment des marges de manœuvre importantes, mais il y a des progrès très très nets, et la crise du Covid, ça a été dit en introduction, qui pose évidemment par définition des tas de questions en termes sociaux, parce que les ODD c'est aussi quand même une grille de solidarité, amène quand même probablement à se reposer beaucoup de questions, à la fois à entraîner des déstabilisations sociales, c'est évident, notamment en Afrique avec une pauvreté qui augmente, mais amène aussi à se poser un peu plus la question de l'application des ODD sur les territoires et leur relocalisation. Oui, c'est vraiment un changement de posture qu'il faut accélérer, qu'il faut accompagner. Mais est-ce que vous voyez quand même une accélération de cette prise de conscience, ou alors ça reste un petit peu mou? Eh ben, je crois qu'on manque encore un petit peu de recul, mais effectivement, je ne peux que vous conseiller d'aller sur le site de Climate Change pour lire le rapport, soit le rapport complet sur climat et collectivité territoriale, qui est notre rapport annuel sous la direction de notre directeur Antoine Gillot, ou sur le site du ministère, qui est un de nos partenaires et qui soutient l'Observatoire, où on a tiré à part justement sur le chapitre des ODD, et avec un certain nombre de cas d'études. Strasbourg, bien évidemment, qui est quand même la vitrine en France, il faut le dire, de la mise en œuvre des ODD, mais regardez aussi la stratégie du gouvernement écossais, qui est en train d'essayer vraiment de mobiliser toutes ces collectivités sur l'application des ODD avec beaucoup d'ambition, et ça croise, et on va en parler, aussi l'ambition sur le climat, où là, le gouvernement écossais est particulièrement ambitieux. Donc ça augmente, c'est soutenu par les grands réseaux. CGLU au niveau international fait des ODD sa grande priorité, c'est décliné aussi au niveau européen par le CCRE et Platforma, donc d'autres réseaux de collectivités européennes. Donc il y a une dynamique, et je pense même que c'est un peu un retour de l'histoire, puisqu'on fêtera l'année prochaine, en 2022, les 30 ans du sommet de Rio, avec une réunion à Stockholm. Certains s'en rappellent peut-être, mais après le sommet de Johannesburg, Rio plus 10, en 2002, il y avait eu en France une vraie dynamique sur les agendas 21, et donc sur l'application locale du développement durable. Et ces agendas 21 avaient été nombreux, il y avait une vraie dynamique en France, et elle s'était un peu peut-être perdue ensuite du fait de la montée en puissance des plans climat. Je connais la situation en Nantes, j'étais en charge des deux dispositifs, et c'est vrai que le climat a eu tendance à passer devant, et que finalement avec les ODD c'est un peu un rééquilibrage où cette question du développement durable revient plus centralement dans les politiques publiques, et va venir aussi en soutien évidemment des politiques climatiques qui ont besoin qu'on casse les silos et qu'on ait une cohérence des politiques publiques à l'échelle locale. Merci Monsieur Dantec. Christian Brassac, la commande publique responsable, c'est donc un levier hyper important. Parce qu'on imagine très bien que si une métropole, l'Eurométropole de Strasbourg, passe une commande et qu'elle y adosse différents leviers ODD là-dedans, c'est tout un tissu économique qui peut changer, n'est-ce pas? Oui, c'est un petit demi-milliard d'euros chaque année. Ce sont des entreprises à 75% barinoises, donc notre région proche. Il s'agit de non seulement adosser, mais conditionner, alors pas aux ODD à proprement parler, mais conditionner à tout un ensemble de critères socio-environnementaux et de clauses d'exécution. Donc oui, il y a un réel effet levier sur l'ensemble des entreprises qui, je dois dire, sont plutôt à l'écoute, et on travaille beaucoup avec elles en étroite collaboration, parce qu'il ne s'agit pas de conditionner au socio-environnemental contre elles, mais avec elles. Oui. Donc, je voulais aussi dire qu'on avait un plan climat depuis un bon moment, dont on vient de parler là, et presque tous les ODD sont concernés. L'étude a été faite très finement, sauf l'ODD 5, égalité femmes-hommes.
Et dans le SPASER, dans le schéma de promotion, je siège au Conseil à l'égalité femmes-hommes au ministère et j'ai voulu intégrer la question de l'égalité femmes-hommes à l'image de ce qu'avaient fait d'ailleurs Lyon et Nantes avant nous. C'est compliqué dans la commande publique. Alors donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en fait, il y a une raison technique, c'est que les critères doivent être rapportés au lien avec le marché. Par exemple, on a une entreprise, on a un outil, l'index Pénicaud, c'est un outil très fort pour calculer, pour mesurer l'inégalité ou l'égalité femmes-hommes. Mais cette mesure, elle porte sur l'entreprise dans son entièreté. Mais évidemment, sur un marché, ce n'est pas l'entreprise dans son entièreté qui travaille, c'est une sous-partie. Or, on doit avoir des critères qui portent sur la partie liée au marché. Donc, on est coincé. Mais on essaye d'avancer sur cette question. Et j'ai vu qu'il y avait 32 députés qui avaient fait une tribune dans la Croix en mars 2021 qui posent cette question et qui demandent à l'Europe d'essayer de s'affranchir de cette question de lier au marché. Et ça nous bloque. Donc, mais ça, pour nous, c'est important. On a aussi un travail on a adhéré au pacte de Milan, on a un projet d'alimentation territoriale, donc toute la question alimentation est très fortement traitée. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que cette territorialisation, pour ce qui concerne la commande publique, porte sur le rapport aux entreprises et donc au monde socio-économique. Et c'est un levier puissant, incontestablement. Et c'est en cours. Ronan Dantec, si vous deviez identifier 2 ou 3 leviers pour vraiment accélérer ce changement, c'est quoi les besoins là, primordiaux pour vraiment y aller ? Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que la commande publique est un enjeu majeur. C'est un enjeu d'abord de législation européenne, puisque la commande publique est très encadrée au niveau européen. Et je crois qu'effectivement, il serait tout à fait pertinent que la France pousse l'Europe sur des critères de commande publique qui intègrent beaucoup plus les ODD, notamment tout ce qui est relocalisation, puisque je crois que c'est un sujet qui est aujourd'hui très important, et on voit bien qu'on n'a pas les capacités en tant qu'élus locaux par la commande publique d'assez influer notre économie dans le bon sens en intégrant la totalité des ODD, et notamment, je suis bien d'accord avec Christian Prassac sur la question de l'égalité homme-femme. Donc là, on a un enjeu majeur. Ensuite, je crois, je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été dit durant vos échanges, mais je trouve qu'on utilise trop peu, alors qu'il est obligatoire, le rapport annuel un développement durable des collectivités, qui devrait vraiment être un moment peut-être d'échange plus normé. Je suis pas un défenseur absolu des normes et de l'encadrement, mais peut-être que d'avoir quand même un rapport qui permette de mieux comprendre les efforts des uns et des autres, qui permet aussi à l'État, à l'Europe, derrière, d'avoir des analyses plus quantitatives. Je sais que nous, en tant qu'Observatoire Climate Change, on bute en permanence sur cette question des données et de données comparables entre elles. Donc je trouve que là, peut-être avoir une réflexion sur un rapport plus cadré sur le développement durable, alors que chaque collectivité met un peu ce qu'elle veut dedans, pourrait amener à quelque chose un outil plus performant, plus fort en communication. Et dernier point, c'est quand même, malgré tout, à un moment, il y a une question de financement. Ouais. Je reprends ma casquette de sénateur. On se bat depuis des années pour avoir, par exemple, une dotation spécifique climat pour accompagner les territoires qui sont quand même le grand potentiel de réduction des émissions. Donc, que les grandes dotations de l'État intègrent plus les ODD et le climat, ça reste un enjeu. Peut-être regarder d'ailleurs au niveau du nouveau contrat de relance et de transition écologique, comment il peut être un vecteur d'accélération sur des projets ODD. Merci Ronan Dantec, merci beaucoup. Je vous voyais acquiescer et finalement, oui, bien sûr, il faut y aller. Bien sûr. Juste une toute dernière question, on n'a même pas une minute. Pourquoi le sport, ils sont en avance là-dessus ? Je ne sais pas, mais il se trouve que quand on est arrivé, on s'est rendu compte que ce service des sports était très avancé. Et moi, je pense que pour un agent donné, il y a 4 marches à franchir pour s'approprier les ODD. Je pense qu'il faut déjà s'acculturer. Qu'est-ce que c'est ?
qu'est-ce que c'est. Il y a des tas de gens qui ne connaissent pas encore ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Un cache-sexe, une usine à gaz. Donc il faut vraiment Ensuite, une sensibilisation. il faut y adhérer. En quoi cela rejoint mes préoccupations en termes de solidarité, en termes de lutte contre la biodiversité, enfin tout ce qui est le côté environnementaliste. Ensuite, il faut s'approprier en quoi mes pratiques peuvent s'appuyer sur les ODD. Et ensuite, il faut agir. Eh bien, il se trouve que les agents des sports, eh bien, ils ont fait ce chemin-là, et je peux vous assurer que le truc intéressant qu'il faut signaler, c'est que les agents eux-mêmes nous disent que quand ils agissent dans une piscine pour la qualité de l'eau, dans un terrain de foot pour les déchets qui sont autour, ça donne du sens à leur action. Et donc, en estime de soi, et donc en bien-être au travail, et là, je pense que là, il y a un travail, il y a vraiment un levier de transformation des ODD. Les deux ODD doivent nous aider à transformer les pratiques de l'individu, comme je l'ai dit, jusqu'à l'État, en passant par les collectivités. Moi, je parle en tant que collectivité ici, mais je suis aussi citoyen, je crois. Vous êtes, jusqu'à preuve du contraire, aussi un citoyen. Merci beaucoup, Monsieur Brassac. Merci, Monsieur Dantec, d'avoir pris cette fenêtre. Merci beaucoup. On vous le disait, on ne fait qu'ouvrir des fenêtres aujourd'hui. On les referme très rarement, de manière binaire, bien sûr. On essaye d'apporter de la nuance. Et on se retrouve juste après ce petit jingle. Alors je voulais vous parler de quelque chose juste avant de discuter avec Madame la députée Florence Provandier. Je voulais vous parler du Sulitest. Vous vous souvenez, le Sulitest, l'an dernier, pour la première saison de la France en transition, on avait reçu Jean-Christophe Carteron de la Cage Business School pour son Sulitest. Alors, c'est quoi le Sulitest? C'est un outil de test en ligne qui nous aide à nous positionner dans notre compréhension, dans notre appropriation des ODD. Eh bien, figurez-vous que depuis un an, cet outil a fait son petit bonhomme de chemin. Il y a eu plus de 45 000 visionnages, téléchargements, tests réalisés en un an. Ça fait plus de 210 000 passés depuis son lancement. Chaque question est rattachée à un ODD. À la fin, on dispose d'un score global, en gros, par rapport au monde, par rapport à la France. Ça nous permet de nous situer. Je ne sais pas si vous arriverez à tout lire sur cette image, bien sûr, mais sachez que vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche qui plante des arbres quand vous faites une recherche, vous tapez Sulitest et puis là vous avez tout ce que vous voulez. C'est un outil de formation, un outil de sensibilisation et puis en plus c'est un jeu, donc allez jouer. On se retrouve avec Florence Provandier juste après ça. Bonjour Madame Provandier. Bonjour Éloi. Vous êtes députée des Hauts-de-Seine, mais je crois qu'il est bon de préciser que vous n'avez pas toujours été. Vous avez été cadre dirigeante en entreprise et dans des ONG. Vous êtes investie comme bénévole dans différentes associations qui œuvrent notamment pour les droits des enfants, pour l'éducation, pour l'avenir de la planète. À l'Assemblée nationale, vous siégez à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Il était très important de vous avoir avec nous, Madame la députée, parce que vous venez d'être missionnée par le Premier ministre pour une mission sur les ODD. Alors, si j'avais une question, c'est quoi cette mission ? Alors, merci pour cette belle présentation, elle est nickel. Les ODD, c'est un sujet qui me tient à cœur bien avant en fait, qu'il soit adopté, puisque comme vous l'avez stipulé, je travaillais dans l'humanitaire avant d'être parlementaire et j'ai travaillé en amont de l'adoption des ODD en 2015. Alors, quand je suis devenue parlementaire par le jeu de la suppléance, parce que j'étais suppléante de Gabriel Attal, donc quand il a rejoint le gouvernement, je suis devenue députée et là je me suis dit mais comment je peux incarner mon mandat ? Et j'ai deux pieds. J'ai la chance d'avoir deux pieds. Je me suis dit, il y a deux combats que je mène depuis très longtemps dans la vie. Celui de défendre les droits de l'enfant. Et par ailleurs, j'ai une intime conviction que si on veut, dans les années qui viennent, se donner une chance de préserver notre planète, tant au niveau écologique et social, on a un logiciel, une carte commune, c'est les ODD. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais comment on peut faire vivre les ODD à l'Assemblée. Et depuis sa nomination par le président de la République, je n'ai eu de cesse de solliciter Jean Castex pour avoir une mission sur le sujet, parce que j'avais à cœur de pouvoir... Il y a deux sujets qui me travaillent. C'est d'une part comment organiser et créer du lien entre l'ensemble des acteurs, parce que tout est lié, et comment faire rayonner et faire adhérer l'ensemble de la société aux enjeux des ODD.
Donc en gros, la mission, il y a 2 axes majeurs. Comment on peut créer une meilleure organisation et concertation des acteurs de telle sorte à créer des effets de levier, et comment mobiliser et faire rayonner, j'allais dire, comment créer ce discours commun, ce narratif qui fait que finalement, ces mots qui ne sont pas forcément bien connus, on dit qu'il y a à peu près 10% de la population en France qui les connaît, comment ces mots demain vont devenir une évidence pour tous. Cette mission, elle a une durée de vie, elle a une date de péremption et donc une date où vous allez nous livrer le fruit de ces travaux, ou comment ça se passe? Alors, cette mission, elle se termine au plus tard le 22 février. Mais moi-même, je me suis donné des étapes intermédiaires. Déjà, fin novembre, avec un rapport intermédiaire. Et puis, il ne vous aura pas échappé qu'il y a 2 rendez-vous assez clés. L'un, le 1er octobre à Dubaï, l'autre, le 1er janvier à la présidence de l'Union européenne. Et ce que je souhaite, c'est que pour ces moments clés, j'ai déjà des petites notes prêtes, j'allais dire étape par étape, pour venir souffler des idées et des propositions autour des ODD. Ces ODD, à l'Assemblée, au Parlement globalement, est-ce que c'est déjà une grille de lecture établie pour certains de vos collègues, ou est-ce que c'est encore long? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Comment ça marche, les ODD à l'Assemblée? Alors, comment ça marche, les ODD à l'Assemblée? On a quelques initiatives individuelles. On a un groupe ODD dont je suis vice-présidente, parce qu'on est, j'allais dire, une 50aine de députés qui sommes convaincus qu'effectivement, c'est vraiment... Je réutilise volontiers ces mots, cette grille de lecture commune que nous avons, qui doit nous permettre d'envisager le monde et l'avenir de notre humanité dans les années qui viennent. Et ça, quelles que soient nos familles politiques. Et c'est en cela qu'on peut effectivement trouver consensus, même si idéologiquement, on n'a pas on n'est pas sur les mêmes courants d'idées. Ouais. Donc il y a ce groupe qui se réunit. Alors ça peut être à l'occasion d'un texte qu'on examine, ou ça peut être à l'occasion d'un événement, pour effectivement débattre sur la façon d'adresser les sujets à l'aune des ODD. Et puis il y a des initiatives, j'allais dire personnelles. Moi, depuis que je suis députée, et ça fait sourire mes collègues, dès que j'examine un texte de loi, j'essaye de voir où on peut donner leur place aux ODD. Alors ils ont vraiment trouvé leur place sur un texte qui est le projet de loi développement solidaire, parce qu'il y a quand même cette culture OMD, ODD, qui fait que quand on est sur l'aide au développement, on peut assez facilement retrouver les ODD, mais on peut les retrouver aussi dans la loi climat et résilience, et aussi sur des textes un petit peu plus économiques, voire liés aux droits de l'enfant. Et pour répondre à la question que vous posiez, comment on s'en empare, il y a eu effectivement une proposition de résolution qui a été adoptée à l'unanimité, portée par ma collègue Ena Curic, qui vise à inscrire dans la Constitution les ODD. Et puis, une proposition de loi portée par, j'allais dire, mon amie et collègue Cathy Racombouzon, qui fait suite à un rapport qu'elle avait fait avec le Rameau sur l'ODD 17. Une initiative de Jennifer de Temmermans qui, malheureusement, n'a pu aboutir. Et puis, il y a eu un grand rassemblement en janvier dernier autour d'une exposition ODD à l'Assemblée nationale. Donc, on sent que ça frémit. Mais franchement, et je pense qu'on a la même problématique dans la société civile, dans le monde économique, dans le monde des ONG, voire au niveau de toute l'éducation du sport. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui encore, c'est un lexique commun, un narratif commun. Parce qu'on pourra être dans du factuel, des intentions, des preuves, en disant finalement, oui, la finance verte, c'est pas si loin que ça des ODD. Et puis finalement, si je prends le 1, si je prends le 2, si je prends le 4 éducation, si je prends gender equality, etc., etc. Chacun, dans son track, est plutôt bon. Et on se rend compte que tout le monde en fait plus ou moins, sauf que comme tout est lié, on ne peut pas faire un ODD sans adresser, et désolé, c'est un anglicisme, mais sans considérer le reste. Moi, j'ai fait une découverte il y a quelques années. Quand je le dis, les gens me disent « mais tu ne peux pas dire ça ». La Terre, elle est ronde. Tout est lié, tout est relié. Et je pense, et c'est une intime conviction, que si on veut relever le défi de notre humanité et de préservation de la planète, on a un outil qui est juste incroyable, c'est celui-là. Ce sont les ODD. Si vous aviez là comme ça un souhait pour accélérer vraiment, ce serait quoi? Mince, les souhaits, il ne faut pas se gourer. Non. Bon, je ne suis pas non plus un génie, donc vous pouvez vous gourer, c'est pas grave. C'est qu'on ait un mot qui soit partagé par tous, qui donne le même sens et qui nous fasse aller dans la même direction.
Juste une question, parce que vous êtes au Parlement, bien sûr, puis vous êtes aussi sur le terrain, au contact de vos administrés. Quand vous leur parlez des ODD, vous leur en parlez comment ? Alors déjà, avant de parler des ODD, j'ai tenté, ça fait des années que je parle du jour du déplacement. Alors déjà, ça n'a pas été une mince affaire. Donc maintenant, sur ma circonscription et mes proches ont bien capté, et c'est vrai que c'est en train de se démocratiser également. Les uns et les autres commencent à se dire, ah ouais, le jour du déplacement, c'est le jour où on a consommé toutes les ressources qu'on est en capacité de produire. Pour mémoire, on est remonté quand même en mai en France. Ça veut dire qu'en mai, on a consommé toutes les ressources qu'on est en capacité de produire. Donc, quand je parle des ODD, quand je parle des entreprises, des grandes entreprises, il y a plein de grandes entreprises sur ma circonscription. Il y a Microsoft, il y a Coca-Cola, il y a Nestlé, il y a Sodexo. C'est des entreprises qui ont la culture ODD parce qu'elles ont aussi une dimension internationale. Quand je parle ODD à des associations, que ce soit UNICEF ou que ce soit les associations dans lesquelles je suis engagée sur les droits de l'enfant, que ce soit la voix de l'enfant, Un enfant par la main, SOS Village, etc., ils connaissent les ODD parce qu'ils ont la culture OMD. Quand je parle à des lycéens, il y a un super boulot qui est en train d'être mis en place par l'Éducation nationale sur les EDD avec l'élection des éco-délégués. Et l'objectif, c'est d'en avoir 250 000 d'ici à la fin de l'année. Et on parle bien d'éducation au développement durable, donc éducation aux EDD. On voit que chez les jeunes, les plus jeunes, il y a vraiment une appétence en se disant mais c'est peut-être par là. Et on a cette double vision écologique, voire triple, démocratique et sociétale. Et donc, sur certains publics, ça résonne. Milieu du sport, milieu de la culture, ça résonne. Ce qui est compliqué, c'est que le mot ODD ne dit pas grand-chose à beaucoup de monde. Voilà. Et il y a peut-être un enjeu à trouver autour d'événements qui fédèrent pour se dire, mais finalement, oui, on en fait ensemble, et c'est ça les ODD. Un événement qui fédère, vous allez en avoir un dans pas très longtemps par ici. Enfin, par ici à Paris, les JO. Les JO en 2024. Et mon collègue qui m'a précédé mentionnait le sport qui est plutôt bon sur la culture ODD. Je pense qu'autour du sport qui est plutôt en avance, et d'ailleurs à l'Assemblée nationale, on auditionne régulièrement le COJO, les instances autour du sport, on se rend compte qu'ils sont très très en avance. Et je me dis que finalement, voilà, c'est ça mon vœu. C'est que d'ici 2024, l'ensemble des acteurs qui vont être partie prenante de cet immense événement que sont les Jeux Olympiques s'emparent des ODD. Et bien là, j'aurais envie d'être un génie, d'exaucer ce vœu, mais c'est un vœu qui, en tout cas, qui est inscrit, qui est marqué. Merci beaucoup, Madame la députée. Je vous remercie infiniment. On se retrouve juste après ce jingle. Alors nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans cette grande journée, un chapitre autour de la gestion des risques, de la préservation, autour de la biodiversité mondiale. Mais il me paraît important d'abord de remettre un tout petit peu de contexte, d'éléments autour de quoi on parle quand on parle biodiversité. Parce que vous l'avez tous su, bien sûr, vous l'avez tous suivi sans doute, du 3 au 11 septembre a eu lieu le congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille. La France a un patrimoine exceptionnel, avec un patrimoine naturel et un patrimoine naturel marin exceptionnel, avec la métropole bien sûr, mais les territoires d'outre-mer. La France est présente sur plusieurs continents, dans plusieurs océans. C'est le deuxième domaine maritime au monde. 10% des récits coralliens et lagons sont dans le territoire français. Mais la biodiversité, il faut bien qu'on se mette d'accord, ce ne sont pas que les espèces vivantes, c'est pas que les petits oiseaux, c'est pas que les champignons non plus, c'est pas que les espèces vivantes à un endroit donné, c'est l'ensemble des interactions entre les espèces, c'est l'écosystème. C'est un équilibre complexe, c'est un équilibre fragile et qui est composé, c'est aussi ça qui fait sa fragilité et sa complexité, qui est composé du vivant et du non-vivant. La biodiversité, c'est pas non plus un catalogue, c'est pas un inventaire, ça qu'on se le dise bien. Il faut une approche globale parce que dedans, on voit du micro-organisme, des animaux, mais aussi des végétaux. Et puis la biodiversité, elle est utile. Et ça, on va en parler dans la table ronde qui suit. Elle est utile. Et là, je mets quelques mots-clés là, sur la table, comme ça, juste pour qu'on comprenne bien en quoi elle est utile. Oxygène, nourriture, médicaments, matières premières, pollinisation, fertilisation des sols, épuration de l'eau, prévention des inondations.
elle nous rend des services inestimables, cette biodiversité. Et puis elle est menacée, cette biodiversité. Elle est menacée notamment, et peut-être principalement, mais notamment par le réchauffement climatique. Puisque tout se dérègle avec ce réchauffement climatique. Il y a une modification des interactions entre les espèces. Il y a une sorte de migration climatique avec des espèces invasives, des nouvelles espèces. Tiens d'ailleurs, il y a un coût, on va en parler aussi, mais il y a une estimation qui a été faite autour de ces espèces invasives qu'on appelle espèces exotiques versus espèces indigènes. Quand l'homme ramène des espèces qui n'ont pas lieu d'être, en gros sur le littoral français, eh ben, ces espèces-là, qui n'ont pas lieu d'être, eh ben, elles envahissent des territoires sur lesquels elles ne devraient pas être. Tout ça, ça coûte à l'Europe 12 milliards de dollars ou d'euros. 12 milliards en tout cas, c'est beaucoup. La biodiversité, je l'ai dit, migrants climatiques, surexploitation, destruction des habitats, d'où sanctuarisation de territoires. On va en parler un petit peu après. Et puis la pollution aussi. Un tout dernier élément, normalement ça achève de vous convaincre que la biodiversité c'est juste primordial. Davos, en 2020, Davos a placé l'inaction climatique au sommet des dangers pour l'humanité. Et dans les 5 premiers enjeux majeurs, il y a la biodiversité, il y a la préservation de la biodiversité. Le rythme actuel d'extinction de la biodiversité est 10 à 100 fois supérieur à la moyenne des 10 millions d'années précédentes. Ça, c'est à Davos que ça s'est dit. Donc maintenant, on va passer un petit jingle et on va se retrouver pour parler de cette biodiversité. Donc on l'a vu, ce ne sont pas quelques petits oiseaux de ci de là, la biodiversité, et puis par le jeu impitoyable des impacts, si on dit que la biodiversité est en danger, nous, les humains, sommes donc en danger. Alors on va s'intéresser à des pistes pour inverser cette tendance, on va poser plein de questions, on va continuer d'ouvrir plein de fenêtres sans jamais totalement les refermer. À la fois le temps nous manque, puis à la fois c'est pas si simple non plus de refermer des fenêtres. On va s'apercevoir aussi que tout le monde peut, avec un peu de bonne volonté, faire partie de cette France en transition dont on parle depuis ce matin. Et oui, même eux, même les financiers, même les gens de l'assurance, même les gens de la banque, oui, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à vouloir les mettre en dehors du jeu, mais on n'a aucun intérêt, personne n'a intérêt à mettre quiconque en dehors du jeu, en dehors de la partie. Alors, laissez-moi vous présenter nos invités, vos invités. Bertrand Valcaner, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'Agence française de développement. Sabine Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation de la Mer. Et Antoine Denoy, bonjour. Vous êtes président de AXA Climate. Donc le vilain petit canard que vous mentionniez tout à l'heure. Pas forcément. Et alors j'ai plein d'autres éléments pour montrer, non, au contraire, l'importance de vous faire participer à ce grand jeu, vous allez voir. Une question pour démarrer, parce que je travaille sous l'œil avisé de Marius qui a copiloté cet échange. Et pardonnez-moi ma non-expertise sur ces sujets de complexité. Et merci d'avance du coup pour vos talents de vulgarisation, mais je me fais aucun problème. Je me tourne vers vous, Sabine Roux de Bézieux, pour démarrer. Quand on dit que d'un océan en bonne santé dépend l'économie mondiale, qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'abord, rappelons une évidence. Nous vivons sur une planète bleue. 70% de la surface de notre planète est couverte d'océans. Quand Thomas Pesquet est dans sa station internationale et qu'il tweet, vous voyez, ces photos sont toutes bleues, couvertes de bleu. L'océan, c'est la moitié de l'oxygène qui est émis sur la planète. C'est l'absorption d'un tiers du CO2. C'est 90% de l'excès de chaleur qui est aujourd'hui capté par l'océan. Et nous en avons trop fait. L'océan boit la tasse, l'océan étouffe. Et ça a des impacts sur la santé humaine, ça a des impacts sur l'économie humaine. Quelques exemples très concrets. Épuisement des stocks de poissons, la surpêche, mais également le réchauffement de l'océan et le blanchissement de récifs coralliens ou la destruction de mangroves. L'érosion des côtes. En France, sur le territoire hexagonal, on a 20% des côtes qui sont aujourd'hui en recul, du trait de côte qui est en recul. Montée des eaux,
avec des conséquences absolument dramatiques pour des pays qui se trouvent au niveau de la mer ou juste au-dessus du niveau de la mer, et des risques à long terme majeurs de migration. Et puis des phénomènes climatiques, mon voisin de droite va en parler, mais je crois que l'année dernière, c'était 150 à 200 millions de dollars, le coût des phénomènes climatiques. Et ces phénomènes climatiques extrêmes, ce ne sont pas des tremblements de terre, ils sont liés au climat. Des sécheresses, des tempêtes, des cyclones et des inondations. Voilà, merci beaucoup. Et donc, il crée des situations absolument catastrophiques, des incendies. Ici, il crée des situations catastrophiques. Et l'océan qui ne se réchauffait pas, qui gardait une température constante, les systèmes de vent autour de la planète qui étaient à peu près stables, aujourd'hui sont déréglés et se dérèglent avec une amplitude de plus en plus importante. Et la sonnette d'alarme doit être tirée. Donc l'enjeu pour l'océan, c'est de limiter les émissions de CO2, donc limiter le réchauffement. Et limiter toutes les atteintes à l'océan. Donc, j'ai parlé de la surpêche, on pourrait aussi parler de la pollution. La pollution qu'on retrouve en mer vient à 80% de la terre. Oui. Donc, toutes les activités qu'on appelle anthropiques, c'est-à-dire les activités générées par l'activité humaine, se déversent dans l'océan. Peut-être un dernier chiffre pour nos auditeurs, 60% de la population mondiale vit à moins de 100 km d'une côte. Donc vous voyez la pression qui s'exerce sur le littoral. Et les activités humaines en mer, elles se déroulent sur une bande de littoral, une bande en mer de quelques dizaines de kilomètres aussi. Et donc si la planète est si grande, en réalité, les hommes et leurs activités économiques se déroulent sur une zone extrêmement étroite et extrêmement fragile également, et dont dépend la survie de l'humanité. Avec des inégalités criantes, effectivement, parce que ceux qui sont en première ligne sur les littoraux notamment ne sont pas forcément ceux qui polluent le plus. Alors mon voisin assureur le dira mieux, mais les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure viennent des assureurs, et donc 60% des risques climatiques sont à peu près couverts dans les pays développés et seulement 4% dans les pays non développés. Et donc on voit bien une injustice criante entre nos pays qui ont les ingénieurs et les capacités financières de se protéger contre des incendies, des montées des eaux, et des pays plus pauvres dont les populations ne peuvent que pleurer devant leurs maisons détruites. Bertrand Walcaner, du coup on peut se poser la question de en quoi la perte de la biodiversité risque d'engendrer toute une série de risques financiers aussi. Merci beaucoup. Vous évoquiez dans votre introduction le Forum économique mondial qui s'est tenu en 2020 et qui a sorti un autre chiffre qui est intéressant. Il estime, les travaux qui ont été menés estiment que 50% de la richesse mondiale produite chaque année repose aujourd'hui sur la nature, soit de manière très directe, à l'exemple des activités agricoles, pêche, forêt, céréales, soit de manière indirecte. Et là, je vous donnerai deux exemples. Nous travaillons aujourd'hui en tant que banque de développement en Bolivie. Et en Bolivie, aujourd'hui, l'hydroélectricité commence à rencontrer des difficultés du fait à la fois du changement climatique, moins de pluie, plus de sécheresse, et puis du surpompage dans les nappes phréatiques, dans les rivières, pour l'agriculture, pour la consommation humaine. Tout ça entraîne une diminution du débit des eaux, une diminution des volumes des eaux dans les barrages, donc une moindre production hydroélectrique, donc moins d'électricité et donc moins de capacité de la Bolivie à rembourser derrière les prêts, les investissements qui ont été consentis pour développer ces barrages. Et l'autre exemple que je veux vous donner des effets indirects m'a été raconté à l'occasion du forum de l'UICN par le ministre kényan de l'Environnement et du Tourisme, qui me disait qu'aujourd'hui il avait 3 problèmes par ordre de priorité décroissante: les hippopotames, les buffles et les crocodiles. Et la raison pour laquelle, en 2021, ces 3 animaux sont devenus un gros problème pour lui, c'est qu'en 2019, le tourisme massif à destination des parcs kényans permettait de générer des recettes qui venaient abonder un fonds permettant de compenser les populations kenyanes pour les dégâts matériels, mais aussi beaucoup pour les dégâts humains qu'elles subissent du fait de la pression des grands animaux sur leur territoire, qui sont placés en bordure des zones où il y a de l'eau et où on rencontre du coup beaucoup de crocodiles et d'hippopotames, qui sont aujourd'hui des animaux qui, quand ils rencontrent la population, peuvent avoir des comportements extrêmement agressifs. Donc lui, en tant que ministre, n'est plus en capacité d'indemniser ces personnes, donc ces personnes se remettent à braconner pour se protéger.
Donc là, on voit très bien le lien direct entre les impacts, nature, économie, comment une économie et comment une crise pandémique à l'échelle de la planète peut impacter un écosystème très fragile. Et je conclurai en disant que des acteurs, pas réputés pour être des gens complètement à côté de la plaque en général, les banques centrales par exemple, les banques de développement, commencent à regarder ce sujet de manière extrêmement affinée, pointue et précise, parce qu'ils estiment aujourd'hui que 40% de leur bilan, et c'est le fruit d'une étude qui a été conduite par les banques centrales françaises et hollandaises, 40% de leur bilan, donc des actifs qu'ils ont sous gestion, sont menacés ou sont en risque directement ou indirectement du fait des impacts de la perte de biodiversité et des impacts liés par exemple au changement climatique. Donc c'est quelque chose qui commence à rentrer dans le travaux des grands argentiers de la planète qui commencent à être pris vraiment très au sérieux avec des études qui doivent évidemment être beaucoup plus poussées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais ça c'est quand même la face, je dirais, pas positive, mais c'est que voilà, il commence à y avoir une prise de conscience chez ceux qui conduisent les politiques monétaires au niveau mondial. Oui, parce il y a quand même des pistes, il y a des solutions, on va quand même en parler. Là, on essaye de dresser le contexte, le panorama le plus complet. Antoine Denoy, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce contexte ? Rajouter que le lien, quand on parle des impacts de la biodiversité, c'est vrai que le lien plus naturel quand on mesure l'impact et qu'on est assureur, c'est le climat. Parce que le climat, il y a quelque chose d'extrêmement tangible, très facile à expliquer d'un point de vue scientifique. Il y a des inondations, des feux de forêt. Et ça, en tant qu'assureur, on mesure depuis des années et des décennies plus facilement l'impact. La biodiversité, c'est une appréciation qui est beaucoup plus fine, un peu plus difficile pour nous, assureurs, parce que comme vous l'avez dit en introduction, c'est un tourbillon. Si je puis revenir, parce qu'en tant qu'assureur, notre objectif c'est de revenir à la protection des besoins vitaux. Pour compléter un peu le tableau qui a été esquissé à ma gauche, on peut peut-être parler de l'alimentaire. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est évidemment pas que les petits oiseaux, c'est surtout ce qu'on consomme et ce qui sert à nous nourrir. Et là, pour le coup, en tant qu'assureur, on voit un lien beaucoup plus important entre ce qui est en train de se jouer sur les rendements agricoles et la santé des gens qu'on protège. J'ai 3 exemples à vous donner. Le premier, c'est la banane. Alors, je ne sais pas si vous mangez beaucoup de bananes, mais 80% de la production française de bananes vient d'une variété qui est le Cavendish, et qui est la variété, on va dire, la plus commune dans le monde. Et on voit déjà qu'elle est attaquée par des maladies. Et le fait qu'on ait réduit la biodiversité sur quelques grandes cultures va induire beaucoup plus de risques, malheureusement, de famine, et va baisser le niveau de résilience mondiale qu'on aura sur le sujet. Le second exemple, parce que je trouve que c'est très très puissant de poser le sujet de la biodiversité sur l'aspect alimentaire, c'est la santé des sols. Dans les études qu'on fait, nous, chez AXA Climate, en termes de rendement agricole attendu en 2030-2050, du fait du réchauffement climatique, du fait de la réglementation autour des molécules, on voit une baisse progressive des rendements agricoles, toute culture, les fraises, les légumineuses, le blé. Et on voit qu'une des boussoles pour retrouver le sourire et corriger la situation, c'est la santé du sol. Si vous prenez une petite tasse de thé, vous prenez la quantité de vie dans cette tasse de thé, quand vous prenez un peu de terre, vous avez l'équivalent, on dit, d'1 milliard de bactéries dans une petite dans une toute petite cuillère. Et ça, c'est un impact direct sur le rendement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on le quantifie. Donc ça, c'est aussi une façon de voir la biodiversité comme une façon de résoudre le problème de l'alimentaire. Et ça, c'est évidemment fondamental. Et le dernier point, pour retrouver encore plus ce sourire, c'est l'aspect incroyablement positif de la biodiversité sur le plan de la conservation carbone. C'est-à-dire que la grande chance de l'agriculture, c'est de résoudre le problème du rendement via une santé des sols et d'une certaine manière, dans le même temps, cocher la case de la conservation du carbone, puisqu'un sol qui est couvert, qui porte plus de vie, plus d'organismes, va être en capacité d'être une solution à ce problème des émissions carbone qu'on a dans l'atmosphère. Oui, parce que dans le registre des grands chiffres, et dans la suite également de ce qui a été dit à Davos, effectivement, soit plus de 70% des cultures, soit 35% du tonnage de ce que nous consommons dépendent d'une pollinisation animale, notamment les insectes. Donc là, on est sur les insectes, mais ça montre encore une fois les apports inestimaux de cette biodiversité. Bon, en gros, tout ça, on le sait. On arrive même à quantifier. Donc finalement, les solutions, elles paraissent évidentes. Il n'y a plus qu'à.
Alors, bien sûr qu'il n'y a plus qu'à. J'aimais beaucoup une des réponses qu'avait fait Valérie Masson-Delmotte à un député ou un sénateur qui lui demandait ce qui nous manquait pour agir. Elle avait dit le courage. En fait, je pense qu'on a toutes les cordes à notre arc. On sait à peu près ce qu'il faut faire. Il ne faut pas être trop idéologue, trop radicaux. Va falloir user de toutes les solutions pour y arriver collectivement. Mais il y a des solutions. Alors, mon rôle est peut-être de vous en donner quelques-unes. J'en ai une à vous donner. Alors, ça ne change pas le visage du bilan de l'assureur, hein, mais ça me semble important. De plus en plus, on cherche, nous, assureurs, à protéger les communs, les espaces, les écosystèmes naturels. Et donc, on a lancé plusieurs initiatives de protection. Alors, la dernière est intéressante parce qu'elle touche la mer, l'océan, et les coraux en l'occurrence. On a une couverture qu'on appelle paramétrique, satellitaire, qui nous permet de payer très très vite, au bout de quelques heures, des communautés dont les coraux ont été abîmés par le passage d'un ouragan. Malheureusement, dans tout ce qui est autour du golfe du Mexique, il y a énormément d'ouragans. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la vitesse de paiement de l'assureur devient une solution du problème. Puisque, en fait, je l'ai appris aussi en travaillant sur le produit, je ne le savais pas avant, quand un coraux est abîmé, il y a beaucoup de débris tout autour qui viennent l'endommager. Et puis, il y a des bouts de coraux qu'on peut restituer, recoller. Alors, excusez-moi, j'ai des mots de béotien sur le sujet. Mais on peut recoller, on peut reconstruire le coraux si on le fait vite. Et donc, en fait, le propre de ces solutions paramétriques, une petite révolution du produit d'assurance, c'est qu'on se base sur le satellite pour payer. Donc en fait, il faut imaginer, et ça c'est un choc technologique avec lequel on va vivre de plus en plus, que la sécheresse, on peut maintenant la mesurer à quelques mètres, que la vitesse de vent, on peut la capter via l'image aérienne. Et donc nous, en tant qu'assureur, on a une merveilleuse opportunité de faire mieux notre travail et donc de payer plus vite sur la base de ce qu'on capte par le ciel. Et en l'occurrence, la défense des communs, la défense des écosystèmes naturels est une bonne façon de faire ce travail. Alors une autre question de béotien, c'est moi le béotien pour le coup, qui paye ça parce que le corail, les coraux sont partout, très bien, mais du coup, ce sont les États qui payent. Alors, très très bonne question. Alors, on va dire qu'il y a deux phases dans la protection des communs. Il y a une première phase où on travaille beaucoup avec des gens comme l'AFD ou des banques de développement, on va dire la Banque mondiale, qui est là en subvention, on va dire, aux côtés des États qui n'ont pas forcément le moyen de payer ces protections. Et ce qu'on voit dans cette seconde étape, qui est assez excitante et enthousiasmante, parce qu'elle va nous donner plus de puissance, c'est que le capital privé y va. Il y a beaucoup de fonds impact qui se lancent. Beaucoup de fonds impact comprennent que la défense du capital naturel est clé. Donc on commence à lever de plus en plus d'argent dans la défense des mangroves, de l'océan. Et en fait, on positionne l'assurance comme une protection du return, hein, du taux de rentabilité. C'est-à-dire qu'on dit, on va dire que nous, notre mission et notre thèse chez AXA Climate, c'est de dire on va décoincer un peu l'investisseur qui va vouloir investir sur ce type de projet parce qu'on va être en protection de l'actif, en l'occurrence, et on va faire en sorte qu'un vilain aléa climatique ne mette pas tout par terre pour l'investisseur qui a mis de l'argent. C'est un changement culturel finalement là, parce que là on est dans le long terme, on est dans la préservation du long terme. Ouais, d'une certaine façon, nous, vous savez, les assureurs, on suit les mouvements de la société, et donc on suit simplement le mouvement de l'investissement qui, et ça, d'autres que moi connaissent mieux le sujet ici dans cette table ronde, mais qui suivent, on va dire, qui sont sur des returns, des termes qu'ils acceptent un peu plus longs que le court-termisme des investissements des dernières années. C'est clair qu'il y a vraiment, on voit en tout cas un changement d'état d'esprit du côté investissement. Bertrand Valcaner, comment l'AFD, Agence française de développement, peut au moins influencer, si ce n'est changer cette situation, en tout cas influer? Alors je vais aussi apporter ma touche, ma contribution positive ou enthousiaste en tous les cas aux solutions qui peuvent exister pour protéger la biodiversité et la nature. Je dirais qu'il y a deux grandes catégories, nous finançons sur le terrain, deux grandes catégories de projets. Des projets de mise sous cloche, donc ça c'est la création de parcs. Parcs, par exemple, je vais vous donner l'exemple kényan. Au cours des 20 dernières années, les populations de grands animaux dans ces parcs ont très significativement augmenté, d'où d'ailleurs les problèmes que je citais en introduction. Et beaucoup plus proche de chez nous, le parc national des Calanques, j'ai un ami qui y travaille et qui me racontait, ce parc, il a un périmètre terrestre, avec les fameuses calanques que vous connaissez sans doute, et il a également un périmètre maritime. Et en fait, quand on fait, il y a eu des campagnes de pêche qui ont été organisées, avec d'ailleurs les pêcheurs locaux, pour aller regarder année après année comment les populations de poissons se développaient dans ces espaces maritimes protégés. Et on s'est aperçu que les populations de poissons avaient très massivement augmenté, à la fois en diversité et puis en taille. La personne que je connais qui y travaille me disait qu'un pêcheur avait découvert des mérous d'une taille qu'il n'avait pas vue depuis une trentaine d'années dans la zone dans laquelle lui pêche d'habitude. Donc il existe des actions pointues, ciblées et qui marchent très bien. Donc ça, c'est un premier enjeu. Mais évidemment, ces parcs en question
fonctionne parce qu'on y sanctuarise ou on y empêche un certain nombre d'activités. Et du coup, à côté de ça, l'enjeu pour nous en tant que banque de développement, c'est de pouvoir intégrer dans les programmes agricoles, dans les programmes énergétiques, dans les programmes de transport, des composantes qui permettent de protéger la nature, qui permettent de protéger la biodiversité. Donc c'est évidemment toutes les solutions qu'on va trouver pour restaurer, aménager des plantations de haies, par exemple. Vous savez que les haies sont un réservoir extraordinaire à biodiversité, et c'est vrai en France, mais c'est vrai partout dans le monde, avec des actions très concrètes qui sont prises pour replanter massivement des haies. Donc j'espère que ça viendra dans les grands espaces céréaliers français un jour également. Et puis on le fait, à titre d'exemple, nous avons financé en Chine des programmes pour implanter du goudron poreux dans certaines villes, parce que quand il y avait des pluies massives, ça drainait des quantités d'eau énormes qui derrière étaient mal évacuées, ravageaient tout sur leur passage. Et donc on a, en partenariat avec des sociétés qui proposaient ce genre de technologie, financé des bassins de rétention, du béton poreux permettant au sol d'absorber l'eau et de limiter les impacts négatifs du changement climatique en s'appuyant sur la ressource terrestre et le sol qui absorbe l'eau. Et puis évidemment, Monsieur Denoy a cité l'exemple des mangroves. Les mangroves sont un extraordinaire puits de carbone qu'il importe absolument à la fois de sécuriser dans le périmètre qu'il existe aujourd'hui et puis même de reconstituer à long terme. Donc tout ça, ça nous amène à favoriser, accompagner ce qu'on appelle des projets de territoire. Comment est-ce qu'on fait à l'échelle d'un territoire sur une surface déterminée pour que les différentes personnes qui y interviennent s'accordent sur qu'est-ce que je veux que mon territoire soit à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et puis on met en place, et c'est là que je trouve c'est très intéressant, la finance en fait aujourd'hui à qui on reproche d'être effectivement trop souvent court-termiste, la finance par le biais de l'assurance, par le biais de la capacité à générer à long terme des rendements, peut offrir des outils au service de la protection de la biodiversité. Nous avons lancé avec la Banque allemande de développement, la KfW, à l'occasion du congrès de l'UICN, un fonds d'investissement dont les rendements, parce que les actifs qui sont placés dans ce fonds d'investissement ont des durées de vie de 15-20 ans, dont les rendements, uniquement les rendements générés, vont être intégralement dédiés au financement de frais de fonctionnement de parcs dans le monde, Asie, Afrique, Amérique latine, pour financer donc le fonctionnement de ces parcs et protéger la biodiversité. Et donc c'est là que c'est intéressant parce que finalement les produits financiers à qui on reproche tant de choses et à juste titre peuvent quand même être à un moment une solution pour garantir la pérennité d'écosystèmes. Et puis je conclurai en disant que en tant qu'agence de développement, nous avons intégré, nous avons décidé, nous avons fixé pour cible que les objectifs de lutte contre le changement climatique, qui représentent 5 milliards d'investissements par an pour l'AFD, nous avons pour objectif que 30% de ces 50 milliards reposent à terme sur des solutions fondées sur la nature. C'est la reconstitution de mangroves, c'est la lutte contre l'érosion des sols, c'est la plantation de haies. Voilà, c'est tout un ensemble de solutions dont une partie d'ailleurs est à construire et sur laquelle il est absolument vital qu'on puisse se mobiliser avec des investisseurs publics dont la mission à ce jour est de permettre aux investisseurs privés de venir, d'investir et d'accepter des rendements qui ne seront jamais ceux auxquels ils aspirent quand ils travaillent avec des fonds de pension, avec des fonds d'investissement classiques, mais qui ont un impact environnemental évidemment très important. Là aussi, c'est un changement de posture, un changement culturel qui doit être profond. Puis peut-être qu'un jour, on verra le retour du bocage, du coup, le retour des haies. C'est vrai que c'est des images qu'on étudie à l'école, mais qu'on ne voit plus. Vous n'êtes pas si vieux que ça. Oh si. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on ne les voit plus. Sabine Roux-Bézieux, au registre des solutions, il y en a. Vous travaillez pour ça au jour le jour, et notamment avec le label Ocean Approved, c'est ça? Oui, je vais vous parler du label Ocean Approved. Avant ça, je voudrais dire que nous à la Fondation de la Mer, on a comme mission d'agir très concrètement. Oui. Typiquement, sur un récif corallien endommagé, avec les populations, avec les acteurs locaux, pour pouvoir justement mettre en place une observation et une restauration dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent un phénomène de blanchissement ou une destruction par un cyclone. Et donc, on a un réseau de 150 associations partout sur le territoire hexagonal et aussi ultramarin qui agissent. Et donc peut-être que la première chose qu'on peut faire pour agir, c'est devenir membre de la Fondation de la Mer pour participer aux efforts de ces 150 acteurs un peu partout sur le territoire. Mais ceci dit, je vais répondre à votre question sur le label. Donc ça, c'est pour n'importe qui peut devenir membre de la Fondation de la Mer. Mais
une des raisons de mauvais état de l'océan, c'est les activités humaines. Et donc, le principal levier aujourd'hui pour réduire cette pression négative sur l'océan consiste à repenser les activités humaines pour qu'elles aient moins d'impact. Et à cet effet, la Fondation de la mer, avec le BCG et le Bureau Veritas, BV, nous avons construit un label qui est une première mondiale, qui est reconnu par les organisations internationales type le Global Compact ou de l'ONU ou la décennie des sciences de l'océan de l'ONU. Le label s'appelle Ocean Approved en bon français pour signifier sa dimension internationale, et il permet aux entreprises d'abord de prendre conscience qu'elles ont un impact sur l'océan, parce que beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du maritime considèrent que l'océan c'est pas leur affaire. Une fois qu'elles en ont pris conscience, elles n'ont pas forcément les moyens pour identifier leur impact et le mesurer. Or, on agit ou on ne s'intéresse qu'à ce qu'on mesure. Et donc, l'outil, le label Ocean Approved permet d'identifier ces aspects, ces impacts, de les mesurer. Et ensuite, avec le comité de gouvernance du label, le label est décerné aux entreprises les plus engagées dans la réduction de leur impact sur l'océan. C'est très novateur parce qu'il est calqué, et on est dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, il est calqué sur les 10 cibles de l'ODD 14, donc l'objectif du développement durable numéro 14, qui est celui auquel les entreprises s'intéressent le moins. Les ODD sont devenus la grammaire du reporting RSE des entreprises, mais de façon peut-être compréhensible, le 14 est celui qui est le moins utilisé. Et nous, à la Fondation de la mer, évidemment, comme on pense que l'océan est au cœur, et c'est la réalité, des enjeux de climat, donc l'ODD 13, et des enjeux de biodiversité en général, on essaye de pousser cet ODD 14. Et donc cet outil, le référentiel et le label, permet justement aux entreprises de reporter sur l'ODD 14. D'accord. Mais alors là, ça ouvre un débat, et tant mieux, mais un débat, parce que certains disent que c'est quand même dommage de compartimenter la nature, de l'évaluer, de l'estimer en permanence, de la quantifier, et que tout devient une marchandise finalement. Et d'autres, dont sans doute vous faites partie, disent ben oui, mais c'est un levier justement de sensibilisation et c'est un levier de protection derrière. Alors, c'est vrai. Il y a toujours un risque de marchandisation de la nature. Je prends par exemple les crédits carbone. C'est très bien les crédits carbone, mais il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord commencer par éviter ou réduire. Avant de commencer par compenser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Le triptyque, c'est éviter, réduire, puis compenser. Donc la marchandisation, elle permet aussi de valoriser un espace. On ne connaît l'océan que parce que on va le découvrir et l'explorer et l'exploiter. La pêche en soi n'a rien de répréhensible. Elle nourrit je crois qu'il y a 1 milliard de personnes sur la planète qui dépendent de la pêche comme première protéine animale. L'enjeu de la pêche, c'est d'empêcher la pêche illégale, illicite et la surpêche. Donc, la marchandisation en soi, c'est pas une catastrophe. Il y a en ce moment à l'ONU une convention qui est en cours de négociation sur la haute mer. BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. En gros, c'est les 64% de surface de la planète qui sont en dehors des zones économiques exclusives. Et un des enjeux de négociation à l'ONU, c'est ce qu'on appelle le partage des avantages. C'est de se dire, au fond, pendant des siècles, ou disons des décennies, ce sont les pays qui avaient les technologies et l'argent qui sont allés s'approprier les ressources communes à leur propre bénéfice. Et les pays qui aujourd'hui, d'ailleurs, n'ont pas les technologies pour aller en haute mer et donc explorer, ou n'ont même pas accès à l'eau, à la mer, parce que ce sont des pays enclavés, considèrent que ces espaces communs devraient être partagés. Et donc, il y a un énorme débat aujourd'hui qui n'est pas tranché, mais qui est un sujet de gouvernance mondiale. Et quand on parle d'objectifs du développement durable, de créer un avenir meilleur et plus durable, cette question des avantages est extrêmement importante. Et on en revient là à cette idée de commun, du coup, les communs mondiaux aussi, finalement. Il faudrait une gouvernance mondiale pour gérer ça. Oui, tout à fait. Alors après, pour échapper au débat philosophique de la marchandisation, la monétisation, parce qu'on ne sait jamais de quoi collectivement on sera fait sur ces sujets. En fait, je pense qu'il y a quelque chose, nous en tout cas, dont on a pris conscience, c'est que les entreprises ne quantifiaient pas, ne mesuraient pas leur impact. Ça paraît tout bête, mais on a commencé il y a quelques années avec le carbone. Donc là, on s'y mis, toutes les entreprises s'y mettent de manière concentrée et sérieuse. Mais nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui ne savent toujours pas ce qu'il en est des réserves d'eau tout autour.
Et ces entreprises, c'est des entreprises qui travaillent en dépendance de l'eau. Donc c'est de l'agroalimentaire, c'est des productions agricoles. Et donc je pense qu'on a vraiment un enjeu collectif. Et ce qui va nous aider sur ce chemin, c'est la comptabilité, puisqu'on va très probablement collectivement devoir demain assumer de comptabiliser le capital naturel. Il y a le travail, il y a le capital, et puis demain il y aura la nature. Et ça va beaucoup nous aider parce que les entreprises ne savent pas assez, ne connaissent pas assez, à une maille qui est très locale, l'équilibre des ressources disponibles. Et ça, moi, quelque chose de très chouette aussi, je pense, pour demain, ça va appeler beaucoup de collaboration. Pourquoi ? Parce que si on prend un bassin versant par exemple, et 2 grandes coopératives qui font du blé sur ce bassin versant, on est en train là, avec certaines, de commencer à mesurer l'eau, mais la seconde étape qui va être extrêmement chouette parce qu'elle va libérer beaucoup d'énergie de part et d'autre, c'est quand on va dire à une coopérative, si tu veux bien travailler avec les parties prenantes, politiques, civiles à côté, il va falloir que tu comprennes comment se débrouille l'autre coopérative en termes d'eau. Et là, je pense que sur le commun, on a une première opportunité d'amener les entreprises à partager petit à petit la mesure de leur empreinte sur un sujet sur lequel on n'est pas sur des secrets de guerre. Je pense que c'est un pas dans la porte et qui demain va accroître probablement, mais c'est peut-être mon côté un peu idéaliste, la coopération entre les entreprises, parce que c'est de ça dont on parle in fine pour résoudre le problème. Et sur le fait que la Caisse des dépôts travaille sur un GBS, un Global Biodiversity Score, un petit peu à l'image, en gros c'est pour trouver un équivalent à la tonne CO2, quoi. Et ça, c'est sur la biodiversité. Ça, c'est plutôt un. Il faut y aller parce qu'un investisseur, il n'a pas 10 000 KPI. Un investisseur, il lui faut mesurer. Il mesure, il est content la température de son portefeuille. Et ça, c'est la beauté du carbone, c'est que ça se mesure. Il faut absolument qu'on arrive à sortir du Far West des indicateurs de biodiversité. Moi, je milite beaucoup sur la santé du sol. Je pense que si on arrive à une mesure de la santé du sol, c'est quelque chose qui met beaucoup d'acteurs d'accord. Il n'y en aura peut-être pas un pour la biodiversité, il y en aura peut-être un panel, mais il faut absolument qu'il y ait un consensus qui se mette rapidement en place pour que les investisseurs, les projets, les parties prenantes aient une même base de compréhension. Bertrand Malkaner, sur ce débat autour de la marchandisation, pas marchandisation, quantification, pas quantification, vous placez de quelle manière là-dessus ? Il me semble que la marchandisation de la nature, dans les faits, elle est déjà là. Mais qu'en fait, il y a un biais, il y a un énorme biais qui est qu'un arbre mort a plus de valeur qu'un arbre vivant, un poisson mort a plus de valeur qu'un poisson vivant, et un rhinocéros mort a plus de valeur qu'un rhinocéros vivant. Donc pour moi, le biais, en fait, il est essentiellement ici, et ce n'est qu'à la condition que c'est les plantes, les animaux, etc., quand ils sont vivants, ont une valeur au moins équivalente, voire supérieure à la valeur qu'ils ont quand ils sont morts, qu'on arrive à rentrer dans un cycle plus vertueux, où en fait il y a un intérêt économique pour des investisseurs, pour d'autres, à protéger cette nature. Donc c'est le sens des parcs environnementaux. Encore une fois, je vous citais l'exemple du Kenya. C'est parce que les grands animaux sont vivants dans ces parcs que les gens sont prêts à dépenser des sommes assez conséquentes pour aller les voir, pour y passer du temps. Et in fine, c'est un bénéfice pour la nature et puis pour l'économie kenyane. Donc ça, je dirais que c'est un premier point. En revanche, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la forêt française croît au rythme de 2 à 3% par an. Évidemment moins en période de sécheresse comme celle qu'on a pu traverser récemment. Mais donc ça veut dire que l'exploitation de la forêt française, raisonnée, ne peut pas générer des rendements supérieurs au rythme de croissance de la forêt française. Donc vivre dans l'illusion qu'on pourrait exploiter le bois et en tirer 4, 5, 6 ou 7% de rendement, en tous les cas, c'est pas une exploitation raisonnée et c'est pas une exploitation pérenne. Et donc ça nous amène aussi à réfléchir en termes de métriques sur quels sont les retours sur investissement qui peuvent être raisonnablement attendus pour des investisseurs d'une exploitation équilibrée des ressources naturelles. Et puis enfin, je conclurai en rebondissant sur le propos d'Alexandre sur la standardisation. Antoine, pardon. Je pense que c'est un enjeu qui est absolument fondamental aujourd'hui, définir un espèce d'IFRS de la biodiversité. Vous savez, les normes IFRS sont ces normes comptables qui sont partagées au plan mondial et qui font que n'importe quel investisseur du monde sait ce qu'est un résultat net ou un chiffre d'affaires, qu'il soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Et je pense qu'il y a ce type d'ambition qui se cache derrière les propos d'Antoine à propos de la biodiversité et des standards qui y sont associés,
Qu'est-ce qu'on est capable de définir ensemble? À titre personnel, je pense que la richesse du sol est un excellent indicateur parce qu'aujourd'hui, les cultures, en fait, dans la Beauce, aujourd'hui, les céréales, elles sont quasiment devenues des cultures hors sol. C'est un peu le paradoxe de ces céréales qui sont plantées, mais qui sont cultivées hors sol parce qu'il n'y a plus de biodiversité. Oui, il y a assez peu de haies là-bas. Ouais. Et donc, tout doit être apporté pour permettre de les faire pousser. Et donc, les initiatives aujourd'hui sur la diversification des céréales, des origines de céréales, tu citais l'exemple de la banane Cavendish, qui est un problème parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que cette monoculture majoritairement à l'échelle mondiale. Donc, tout ce qui permettra de régénérer les sols et de capter via la quantité de vers de terre, pardon de le dire comme ça, ou la quantité de bactéries à l'intérieur du sol, c'est évidemment un enjeu extrêmement structurant et qui, à terme, parce qu'il est porté par les pouvoirs publics, il y aura besoin de cette signature publique pour donner confiance aux investisseurs qui eux-mêmes feront face à des critiques si jamais ils produisaient leurs propres normes. Et c'est d'ailleurs le sens de la création de la TNFD, la Task Force on Risk-Based Nature Disclosure, qui, je l'ai mal dit, mais vous comprendrez. C'est le sens de cette Task Force mondiale qui a été créée tout récemment, que de travailler aux indicateurs, aux standards en matière de biodiversité, parce que c'est ça qui attirera les capitaux privés, c'est ça qui fera converger les investisseurs et c'est ça qui, in fine, je pense, permettra d'avoir un impact le plus significatif possible à l'échelle mondiale sur la protection de la biodiversité. Et j'ai justement un petit rebond là-dessus. Et puis après, je vous laisserai le mot de la fin très rapidement. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir le temps que... La petite info, le petit rebond, CFO Task Force créé par le Global Compact il y a 2 ans. En gros, ce sont 60 directeurs financiers des grands groupes. Ils ont annoncé cette semaine un engagement de 500 milliards de dollars d'investissement dédiés aux ODD dans les 5 prochaines années. Ça, c'est une première annonce qu'ils ont faite. Et puis la deuxième annonce, parce qu'il va y avoir un effet d'entraînement sans doute, ils vont passer en 2 ans de 60 à 1000 directeurs financiers. Donc si vous êtes directeur financier d'un grand groupe, rejoignez la CFO Task Force. Et cette info vient juste d'un constat. Il manque entre 3 000 et 5 000 milliards de financement chaque année pour atteindre les ODD en 2030. Donc il y a quand même du chemin, mais il y a pas mal de signaux positifs. Moi, ça, c'était mon mot de la fin à moi. Sabine Roux-Bézieux, votre mot de la fin, ce serait quoi? Mon mot de la fin, c'est l'océan n'attend pas, l'océan monte. Il faut agir, chacun peut agir, quel que soit son niveau, des jeunes, des citoyens, des entreprises, des collectivités territoriales, des journalistes. Chacun peut et chacun doit agir. Et la Fondation de la Mer est là avec vous pour passer à l'action. Nous sommes la France en transition, tous. Antoine Desnois, même vous, du coup. Moi, mon mot de la fin, il est simple, c'est merci. Le rapport à la nature, ça doit être un rapport de gratitude. Donc merci de nous avoir invités, merci d'avoir eu ce moment. Et voilà, merci. Merci Antoine. Bertrand Valcaner? Moi, je dirais que une de nos obsessions, c'est de mettre du temps long dans les actions que nous menons. Et je le dis aussi bien à titre professionnel, ça fait partie des missions d'une banque de développement, qu'à titre personnel, parce que j'en parlais il n'y a pas très longtemps à mes enfants. Ma fille me disait, mais papa, pourquoi tu me demandes de faire ci? Papa, pourquoi tu me demandes de faire ça? Et je lui disais, écoute Flore, ma responsabilité en tant que père, c'est de mettre du temps long dans les actions que tu prends aujourd'hui et ce que tu construis à terme. Et donc voilà, je pense que c'est extrêmement structurant, extrêmement important que de retrouver du temps long dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit et dans ce que nous construisons. Bravo et merci pour cette vrai bel échange avec beaucoup de vulgarisation. Je crois que j'ai tout compris ce que vous avez dit alors que je ne m'y attendais pas. Donc vraiment merci beaucoup pour ça. Et il est temps de passer à nouveau à une autre séquence. Merci. Alors, on va passer, pendant que le plateau est en train de changer ici à la Bellevilloise, on va passer à un moment qui promet d'être à votre image. Oui, vous la communauté des ODD. Vous avez été très nombreux à vous mobiliser mercredi pour un projet fou, un projet mitonné par le Commissariat général au développement durable, accompagné par 22e siècle, l'Assemblée des solutions. Et j'en profite pour vous remercier vraiment. Il faut de la gratitude, Antoine Desnois vient de le dire, il a raison, il faut de la gratitude. Merci d'avoir co-réalisé cette Assemblée des solutions, de l'avoir préparée. Et donc ce moment qu'on va vivre va être à votre image sans doute, avec des projets, avec de l'astuce, avec de l'intelligence, avec de l'ingéniosité, de la créativité, peut-être un peu de rock'n'roll, mais ça on va le voir. Et merci d'accueillir Emma Pianetti. Bonjour Emma. Bonjour. Alors Emma,
Emma, donc vous travaillez au Commissariat général au développement durable. Vous avez été désignée comme l'observatrice en chef de cette Assemblée des solutions. D'une vaste équipe. Une vaste équipe. Mais qu'est-ce qui s'est passé mercredi, Emma ? Je vais revenir un petit peu en arrière avant et je vais revenir sur toute l'expérimentation qui a été menée. Alors, tout d'abord, cette année, le 6e anniversaire de l'agenda 2030 a été l'occasion d'une formidable mobilisation partout en France. Tout au long du mois de septembre, plus d'une centaine d'événements labellisés La France en transition ont été organisés par des entreprises, des associations, des collectivités, des acteurs publics ou des citoyens. Dans plus de 70 villes, ces événements ont pris des formats aussi divers les uns que les autres. Ils ont permis de sensibiliser aux objectifs de développement durable et de valoriser les actions de terrain, que ce soit par des conférences, des hackathons, des défis, des ateliers de travail, des expositions, des festivals ou des podcasts. Ce qu'ont en commun ces acteurs, c'est leur engagement pour une société plus solidaire, prospère et durable, avec pour boussole commune les 17 objectifs de développement durable. Avec quel constat ? Tous portent des projets, tous rencontrent des difficultés pour les mettre en œuvre et travaillent à résoudre ces obstacles, souvent seuls. De ce besoin de partager des solutions, des idées, des expériences, sont nés les ateliers de travail et ce qu'on a nommé l'Assemblée des solutions, réunissant la communauté d'acteurs engagés pour l'agenda 2030. Nous sommes donc partis des travaux de terrain et des acteurs eux-mêmes, dans une démarche qui représente une vraie innovation pour les administrations. 3 ateliers ont rassemblé cet été plus de 70 organisations différentes, de toute taille et de tout secteur, pour réfléchir ensemble aux freins qui ralentissent leurs actions et partager les ressources qu'elles ont déployées pour les dépasser. Le plus frappant a été de voir à quel point, quelle que soit leur activité, leur taille ou leur nature des organisations, ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent sur la table. D'abord, la gestion de projets complexes, la complexité se trouvant au cœur des 17 objectifs de développement durable et de leurs interdépendances. Ensuite, la capacité à faire travailler sur un même projet des acteurs très différents avec des intérêts et des visions divers. Également, la question du financement des projets, de l'origine au long terme, et enfin la sensibilisation et la mobilisation du grand public sur les objectifs de développement durable. En proposant un élément de réponse à ces différents problèmes durant l'Assemblée des solutions qui a eu lieu mercredi dernier, chacun a apporté une pièce du puzzle. Chacun a pu découvrir de nouvelles idées à expérimenter et à adapter à son propre contexte. L'occasion d'échanger, de prendre des contacts, de partager des méthodes d'organisation de projets, des kits pédagogiques, des cahiers des charges, des chartes, des méthodes de participation du public, des stratégies de financement ou encore des idées pour constituer des partenariats. Cette carte, qui va être projetée à l'écran, illustre très bien toute la richesse et la diversité de la communauté engagée pour les ODD en France et ce qu'on gagne à travailler ensemble. Ces ateliers et cette Assemblée des solutions ont constitué une véritable expérimentation durant 3 mois, un temps très court. N'importe quel acteur, et en particulier ceux qui figurent sur cette carte, peuvent s'en emparer et la reproduire. Et la raison pour laquelle le Commissariat général au développement durable et 22e siècle ont conclu cette expérimentation est double. D'abord, il s'agit de gagner du temps. Il reste 8 ans pour atteindre les cibles ambitieuses de l'agenda 2030 en matière de lutte contre la pauvreté, de préservation de la biodiversité et du climat, ou encore de création d'emplois. Plutôt que de travailler de manière isolée, l'enjeu est d'utiliser d'emblée les solutions qui ont fait leurs preuves pour embarquer des habitants, des élèves ou des salariés autour d'un projet, pour lever des fonds et trouver un modèle économique durable, pour convaincre son entreprise d'investir dans des méthodes de production plus vertueuses ou réussir à porter un projet de transformation de territoire qui touche aux mobilités, à l'alimentation ou à l'habitat. Et pour cela, il faut faire le pari du collectif. Il y a de nombreux acteurs engagés pour l'agenda 2030 partout en France qui ne se connaissent pas. Pourtant, c'est grâce au collectif et à la mise en réseau qu'il est possible de partager ce qui marche, de monter des projets communs, d'aller plus vite et plus loin,
sans idéalisme, en restant ancré dans la réalité de terrain. Et c'est ce qui a fait le cœur de l'expérimentation que nous avons menée. Merci Emma. Et je tiens quand même à vous féliciter parce que cette assemblée a eu lieu mercredi. Donc vous avez tout observé, tout suivi, puis tout condensé, tout synthétisé. Bravo pour cet effort. Alors vous n'êtes pas seul, nous avons des invités. Vous avez des invités. Je vais vous les présenter. Céline Lepot. Céline Lepot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la division de la coordination et du développement durable à la mairie de Paris. Oui. Cécile Flazaquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'association YOS for Good. Et enfin, Rodolphe Barbarou. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Vous êtes coordonnateur objectif de développement durable de la ville d'Évian. Alors, une question pour vous, Céline Lepot. Vous avez participé à cette assemblée des solutions. Vous, en quelques mots, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, moi, globalement, je suis assez raccord avec tout ce qui a été dit par Emma précédemment, mais si je devais dire une chose principale, ça m'a apporté le fait que, en tant que pilote d'un diagnostic ODD dans ma collectivité à la ville de Paris, et face aux difficultés que je peux rencontrer sur mon chemin, je me suis aperçue qu'on était nombreux à rencontrer les mêmes motivations et les mêmes problématiques. Et c'était vraiment important pour moi de me dire effectivement que je ne suis pas seule, on n'est pas seul dans notre équipe à conduire une démarche ODD et qu'effectivement, il y a des solutions qui peuvent être trouvées dans la multiplicité des acteurs qui œuvrent pour les mêmes ambitions, on va dire. Merci. Rodolphe Barbarou, même question. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, cet après-midi d'échange, cette journée d'échange d'ailleurs ? Oui, on est parti donc sur une démarche de projet, identifier les leviers, les freins, les solutions, mais en la colorant de l'indispensable caractère inédit de la période que l'on traverse. Les enjeux sont nouveaux pour notre humanité. Et puis également, ce qui était très fort, c'est l'efficacité, c'est-à-dire que notre temps d'action est extrêmement limité. On a bien l'horizon 2030. Donc ça enjoint à agir rapidement. Rodolphe Barbarou, quand on est coordonnateur des objectifs de développement durable d'une ville, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit mettre des ODD petit à petit un peu partout, et c'est ça, un petit peu comme de l'huile ODD dans les différents rouages de la ville ? Oui, exactement. C'est vraiment traduire le projet de mandat des élus qui sont les objectifs de développement durable et le traduire auprès et avec l'ensemble des services de la ville et les parties prenantes du territoire. Alors Cécile Flazaquier, vous, donc je le rappelle, vous êtes fondatrice de l'association YOS for Good. Juste un petit mot sur cette association ? Oui, alors ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de donner aux jeunes l'envie et les capacités de devenir des acteurs du changement. Et on fait ça à travers des formations et des conférences pour créer des déclics à travers des jeunes qui partagent des idées et solutions pour inspirer et donner envie aux autres de passer à l'action. Et qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a stimulé dans le fait de participer à cette assemblée des solutions mercredi ? C'est justement ce grand élan collectif où d'une part on peut se faire connaître, c'est quand même important de le dire, et puis on peut s'apercevoir du nombre qu'on est à agir et de synergies qui sont possibles, de bénéficier des conseils des autres. C'était extrêmement vertueux. Je reviens vers vous, Céline Lepot, donc à la mairie de Paris. Un des objectifs de cette Assemblée des solutions, c'est de permettre la rencontre, le partage, le retour d'expérience croisée. Qu'est-ce que vous retenez, vous, là, comme ça, comme première sensation, comme premier retour ? Alors moi, je retiens de cet exercice collectif quelque chose de très global, en fait. J'ai appris plein de petites choses, mais globalement, je vais dire que le fait de s'être consacré pendant quelques temps à l'écoute des problématiques des autres, à essayer d'avoir cherché des solutions, moi, ça m'a donné l'occasion de repenser mes habitudes, mes réflexes, mes automatismes de manière globale en matière de gestion de projet.
Et ça a permis de remettre des fondamentaux en place que parfois on a tendance à oublier parce qu'on a un petit peu la tête dans le guidon, on fonce dans notre projet. Et donc j'ai trouvé que c'était extrêmement bénéfique de partager avec d'autres gestionnaires de projets complexes ces enjeux, ces difficultés, pour remettre un peu de recul dans ma pratique quotidienne. Rodolphe Barbarou, vous à Évian, j'imagine que vous en avez retiré aussi une sorte de bouée d'air frais également, parce que quand on a cet effet miroir avec tous les autres qui manient la complexité au quotidien, c'est galvanisant. Oui, oui, tout à fait, exactement. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en société et avec nos sciences de gérer la complexité, on est plutôt hyper spécialisé. Ça a donné de belles réussites, mais aujourd'hui, les enjeux sont vraiment transversaux et l'approche doit être systémique. Alors, ce que j'en ai retiré, c'est aussi des outils de co-construction, d'intelligence collective qui aujourd'hui sont très certainement pertinents et nécessaires pour parvenir à surmonter les enjeux. Cécile Flazaquier, alors on fait vraiment un ping-pong, on passe de l'un à l'autre. Emma, vous n'hésitez pas à intervenir, bien sûr. Non, mais ils disent des choses tellement intéressantes que je voudrais surtout pas les couper. Non, mais vous pouvez les relancer sur des choses si vous voulez, n'hésitez pas. Cécile Flazaquier, vous, j'ai à peu près la même question. Vous en avez retiré des petites astuces, des petites choses que vous vous êtes dit, tiens, je vais l'expérimenter plus tard? Alors j'en ai retiré plusieurs choses. Déjà, cette fameuse mise en réseau. Il y a donc beaucoup d'événements qui sont organisés cette semaine et encore hier soir, on était en visio avec on était une cinquantaine de 10 pays différents avec des gens qui traitent de tous les sujets, de tous les âges. Et voilà, cette énergie, ça nourrit. Après, j'en retire aussi un enseignement. Il y avait quand même un constat qui était fait, ça a été dit, mais que les objectifs de développement durable sont encore très peu connus du grand public et que donc il faut vraiment œuvrer pour les faire connaître. Et puis, bien sûr, je suis repartie avec des conseils, des groupes sur les réseaux sociaux sur lesquels on continue à échanger, des mises en relation pour obtenir de l'aide sur certains sujets. Donc, voilà. Une très bonne expérience. Et une expérience, du coup, j'imagine, Cécile Flazaquier, que il va y avoir des suites. Vous n'allez pas en rester là quand même. Alors j'espère qu'on ne va pas en rester là. Donc comme je vous le disais, il y a des boucles qui se créent sur les réseaux sociaux, des mises en contact qui sont déjà faites, des volontés d'être ensemble. Et j'espère que l'équipe d'Emma va continuer cette initiative et pour qu'on puisse aller encore plus loin. Emma, alors vous allez continuer? On ne va pas en rester là non plus. Bien sûr, et puis ce qui est génial aussi d'observer, c'est en fait qu'une communauté, on l'impulse et puis elle vit d'elle-même. Ce que dit Cécile, voilà, c'est super que des boucles sur les réseaux sociaux commencent. Finalement, aujourd'hui, il ne faut pas grand-chose. Il faut peut-être la petite étincelle, mettre ensemble, faire réfléchir sur des problématiques. Et voilà, après, les acteurs font le reste. Céline Lepeau, vous avez l'envie de continuer également, vous avez l'envie de poursuivre avec toute cette communauté Alors moi, je sais que j'ai l'envie, effectivement, parce que je vois qu'on peut partager énormément de choses et c'est fondamental quand on est sur des questions aussi transversales que l'agenda 2030, les ODD. Après, ce que je sais aussi par honnêteté intellectuelle, on va dire, c'est que s'il n'y a pas une impulsion, une coordination, quelque chose d'un peu structuré qui existe, c'est toujours très compliqué de rentrer spontanément dans des échanges parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a tous des agendas un petit peu complexes à gérer et qu'on est plus sur des fonctions productives en général que sur de la réflexion, l'échange. L'échange est vraiment difficile, la transversalité intégrée dans nos plannings, je trouve. Et je pense que la plus-value d'une entité de coordination qui impulse quelque chose et qui l'entretient aussi comme un feu, c'est de pouvoir faire en sorte qu'effectivement cette dynamique, elle existe toujours, indépendamment des différents acteurs, et puis en les aidant aussi, en les stimulant intellectuellement. Rodolphe Barbarou, enfin, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est comme à la fin d'une colo et on a du mal à se quitter et on veut vraiment rester, sauf qu'on sait très bien qu'on va être pris par le quotidien. Donc vous allez faire quoi là maintenant avec tout ça ?
Écoutez, comme mes collègues, j'espère qu'on va continuer. J'ai découvert un réseau d'engagés de tout horizon, une solidarité dans les enjeux, aller vers une synergie dans les territoires jusqu'au national. Moi, ça me semble complètement pertinent. Et vous pouvez compter sur la ville d'Évian pour y contribuer. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci pour vos retours quasi à chaud, puisque c'était il y a 2 jours. Emma, je crois que vous avez du boulot là, pour les mois, les années à venir. Oui, on a du boulot et j'en profite pour dire que c'est toute une équipe, parce que tu me cites, mais c'est vraiment une grande équipe qui travaille sur ce sujet. Je pense qu'on serait tous ravis de continuer. Et 22e siècle nous a également beaucoup accompagnés dans ce projet. J'ai commencé tout à l'heure une petite liste et puis je l'ai arrêtée parce que c'est impossible de tous vous lister. Effectivement, vous êtes très nombreux au Commissariat général au développement durable à avoir travaillé pour cette Assemblée des solutions, pour cette grande journée aujourd'hui que nous vivons. Vous avez participé à toutes les séquences que nous avons organisées aujourd'hui et oui, c'est très dur de tous vous citer. Mais bon, vous êtes là. Merci beaucoup Emma. Merci à tous les trois. Et puis, du coup, on se retrouve pour la saison 3, hein, sans problème. Vous êtes la France en transition. Oui. À bientôt. Plaisir, merci. À bientôt. Juste avant de bientôt terminer cette journée, je ne peux pas terminer sans vous donner un rendez-vous. Ou plutôt, c'est le comité 21 qui vous donne rendez-vous, qui vous invite à la prochaine étape du Tour de France des ODD en Occitanie, ou plus précisément dans le Tarn, et encore plus précisément à Albi. Et c'est le 1er octobre. En gros, plus d'infos sur le site Comité 21. Donc, allez-y. Comité 21, l'inscription est gratuite. C'est quand même une info à avoir en tête. Et c'est toujours de bonnes occasions et très, très stimulantes de parler d'énormément de choses, de parler des ODD, quoi. Et les ODD, on le voit, hein, c'est beaucoup de champs d'exploration, beaucoup de curiosité et c'est notre monde, quoi, en gros. Donc, c'est intéressant. On se retrouve juste après ce dernier jingle. Alors, il n'est jamais vraiment évident de terminer après une séquence comme on a vu, une séquence stimulante autour de l'Assemblée des solutions. Donc, en gros, il y avait qu'elle qui pouvait affirmer ce rôle. Elle n'a pas pu être des nôtres ici en direct à la Bellevilloise, mais nous a envoyé un mot en vidéo. Un petit mot de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et on se retrouve ici en direct. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais malheureusement pas être en direct avec vous aujourd'hui pour ce rendez-vous, mais je tenais à vous adresser ce message. Parce que l'agenda 2030 touche tous les aspects de notre vie. Il y est question de climat, de solidarité, d'économie, de sécurité, mais aussi de santé et de bien-être. Nous nous y sommes résolument engagés. Et l'agenda 2030 est par ailleurs indissociable de l'accord de Paris, car nous savons que nous ne pourrons pas atteindre nos cibles environnementales si nous ne répondons pas dans le même temps aux autres attentes de nos concitoyens. La crise sanitaire nous a malheureusement fait reculer dans l'atteinte de certaines cibles. Elle a révélé des faiblesses de notre système et démontré une fois encore que les atteintes à la biodiversité ont des répercussions sur la santé humaine et notre modèle économique, illustrant ainsi la pertinence d'une approche globale. Mais cette crise nous offre aussi l'opportunité de rebondir en travaillant sur des modèles plus résilients. Et l'agenda 2030 est notre boussole. Oui, il y a eu des reculs, mais également de belles avancées. Le référentiel universel des ODD a gagné en notoriété et il est utilisé par un nombre croissant de parties prenantes. Il a progressé dans notre corpus législatif puisque 2 lois mentionnent désormais les ODD, la loi climat et résilience et la loi développement et solidarité internationale. Désormais, les collectivités devront se référer aux ODD en vue de leurs travaux budgétaires. Et les achats publics, un formidable levier, devront intégrer une dimension de développement durable dans leurs critères. Cette année marque le 6e anniversaire de l'adoption des ODD. Il nous reste 8 ans pour atteindre les 17 objectifs de développement durable. C'est peu. Et l'État prend sa part, avec les investissements du plan de relance, partout dans les territoires et au service de la transition. Avec la loi climat et résilience, qui marque un tournant pour une société pleinement engagée dans la transition écologique. Avec des engagements pour la biodiversité encore renforcés lors du Congrès mondial de la nature à Marseille.
Mais l'État ne peut pas agir seul pour réussir l'agenda 2030. Nous avons besoin de vous. Et ce n'est qu'avec les entreprises, les associations, les collectivités et les citoyens que nous réussirons. Je remercie celles et ceux qui sont venus témoigner aujourd'hui, les élus des territoires, les représentants de la jeunesse, de la finance, les acteurs de la biodiversité et bien d'autres. Cette année encore, l'anniversaire des ODD a fait apparaître de nouveaux acteurs engagés autour de centaines d'événements qui se sont tenus partout en France. Je mesure toute l'attente de cette communauté fortement engagée pour continuer les échanges et gagner encore en impact. Les interventions au cours de cette journée en sont une bonne illustration et mon ministère sera présent à vos côtés. La France s'est engagée dans l'agenda 2030 en co-construisant sa feuille de route avec les acteurs et en instituant celle-ci comme nouvelle stratégie nationale de développement durable. Mais aujourd'hui, nous devons aller encore plus loin. Et pour cette raison, je me félicite de la mission confiée par le Premier ministre à Madame la députée Florence Provandier, que je salue. Avec vous, avec nous, elle travaillera à aller plus loin et à construire notre stratégie pour atteindre ces ODD. C'est un enjeu capital et nous nous y engageons résolument. Alors merci à tous pour votre engagement. Cette émission très très spéciale est maintenant terminée. Cette grande journée folle est maintenant terminée. Ce fut un vrai plaisir, ce fut même un privilège d'être ici parmi vous, d'être aux premières loges et puis de constater que vous êtes là, vous êtes vraiment en place, vous êtes sur le chemin et puis vous êtes de plus en plus nombreux surtout. On le voit, la première saison, vous étiez déjà nombreux, cette année vous êtes encore plus nombreux. Donc il n'y a pas de raison que ça change, il y a encore 8 saisons. Cette journée, c'était pour certains une bouée d'air frais, pour d'autres un shoot d'espoir, c'était une lueur dans un tunnel. On en a besoin, et on peut passer d'ailleurs par toutes ces étapes assez régulièrement. On en a besoin, il faut de l'intelligence, il faut de l'envie, il faut de l'audace également, comme vous en avez montré tout au long de cette journée, tout au long de cette Assemblée des solutions également qui a eu lieu il y a 2 jours. Il en faut de tout ça, il en faut de la force pour pas baisser les bras et pour continuer sur le chemin de l'engagement. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on s'est dit, tous les échanges, toutes les séquences qui ont eu lieu aujourd'hui. Vous pouvez les retrouver en replay sur le site anniversaire-odd.fr, puis aussi sur le site de l'agenda 2030, mais aussi sur toute la toile sociale, sur tous les réseaux sociaux de l'agenda 2030. Donc suivez, restez connectés. Merci à tous, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, à tous ceux qui ont pris de leur temps, tous ceux qui se sont déplacés pour venir ici à la Bellevilloise, tous ceux qui ont pris de leur temps, même à distance. Merci beaucoup à eux. Merci à vous tous, au Commissariat général au développement durable. Vous êtes fabuleux, vous avez super bien travaillé et le résultat est palpable, on le voit. Les échanges étaient vraiment, vraiment intéressants. Merci à l'équipe technique, à ces personnes de l'ombre que vous ne voyez pas forcément parce qu'ils sont derrière la caméra. Imaginez qu'ils étaient debout tout le temps. Merci beaucoup à eux. Merci Jonathan en régie. Merci 22e siècle d'avoir accompagné, coordonné tout ce joli projet. Voilà, je crois que vous savez pourquoi vous faites ce métier et c'est ce genre de journée qui nous rend bien vivants. À tout de suite sur les réseaux et n'oubliez pas, bon sang de bois, nous sommes la France en transition.